Merci. Bon alors, je suis content de vous retrouver. L'année dernière, c'était en effet le bien commun. Alors là, c'est un peu différent. Je ne sais pas d'ailleurs comment on est tombé sur ce sujet-là. On devait avoir bu. Mais alors, c'est vrai qu'il y a toute une actualité, Léon Bloy. Alors, c'est vrai que je suis, d'une certaine manière, d'un disciple de Bloy. Mais c'est vrai qu'il y a toute une actualité, Léon Bloy, puisque en 2017, ça marquait le centenaire de sa mort, le 3 novembre 1917. Alors, personnage tout à fait étonnant, pas du tout représentatif de quoi que ce soit, qui n'est, déjà il faut bien comprendre qu'il ne faut le prendre ni comme un théologien, ni comme un philosophe, c'est plutôt un homme d'intuition, et qui n'est pas, à proprement parler, un maître à penser. C'est pas tout à fait comme ça qu'il se situe, mais plutôt un intuitif et un éveilleur. Alors il meurt donc le 3 novembre 17. Parmi ses dernières paroles, il y a « J'attends les Cosaques et le Saint-Esprit ». C'est une des formules qui sont restées, qui sont très liées à ce qu'il avait été finalement. Il meurt la veille de deux choses qui étaient très importantes aussi dans sa vie, dans son souci. La Révolution d'octobre. Alors vous allez dire, oui, mais on est déjà en novembre, mais je vous rappelle que octobre, en réalité, c'est le calendrier russe, donc c'est novembre, elle va intervenir juste le lendemain. Et puis, la déclaration Balfour qui créait donc la possibilité d'un foyer de peuplement juif en Palestine. Et donc ces deux choses-là correspondaient à une partie de son œuvre et de son souci, sauf que ce n'était pas tout à fait un souci uniquement politique. Bon. Et donc il va falloir réussir à positionner tout ça. Alors, à quel titre je vais faire ça? Donc, moi je ne suis pas historien de la littérature, ni littéraire, ni même trop poète, sauf... Bon. Mais donc c'est en historien que je vais m'intéresser à Léon Bloy, pas que en historien quand même, mais en cherchant surtout deux choses d'abord à vous présenter pour que vous arriviez à comprendre ce personnage vraiment étonnant, et puis surtout à vous donner envie de le lire, et donc on lira des extraits de Léon Bloy sur un certain nombre de sujets, parce que c'est aussi une plume, mais en même temps donc, pour essayer de comprendre le mystère un peu de sa postérité, parce que Léon Bloy, a priori, à première vue, on pourrait le noyer dans ce qu'on a appelé la littérature fin de siècle, ou l'art fin de siècle. Il y en a bien d'autres à l'époque, qui sont tous intéressants, qui sont tous réédités, qui méritent tous d'être lus. Barbé d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam, Huysmans, etc. Donc on a casé tout ça dans de la littérature fin de siècle, avec raison, parce qu'il y a un petit côté qui traduit non pas dans leur œuvre, mais ce qu'ils veulent dire de leur époque, le pourrissement d'une certaine époque, etc. Et donc, bon, Léon Bloy, à première vue, se noie dans ce milieu-là, qu'on retrouverait aussi en art, c'est l'époque de l'art symboliste, Odilon Redon, Gustave Moreau, toute une série d'autres peintres de cette époque-là. Et donc il y a quelque chose du symbolisme ici dans la littérature. Bon, ce que vous avez dans la peinture de Redon, dans la peinture de Moreau, là vous avez de Desvallières, de Maurice Denis, qui fait le passage vers autre chose encore, vers le fauvisme. Vous avez ça aussi chez Léon Bloy. Mais en même temps, tous ces écrivains, on les lit bien sûr en tant qu'écrivains, mais personne ne va leur demander aujourd'hui, on pourrait dire, de clés pour vivre sa vie. Et c'est là qu'il y a une différence de Léon Bloy qui appartient à tout ce milieu-là, mais qui en même temps, et qui a toutes les traces de ce milieu-là, toutes les traces historiques de ce milieu-là, mais qui en même temps, d'une certaine manière, s'en échappe et atteint une sorte d'intemporalité. Alors, que lire sur Léon Bloy? Alors donc cette année, de manière assez miraculeuse, il faut dire, je ne m'attendais pas, mais le centenaire de sa mort a été salué par toute une série de choses qui sont parues ou à paraître. Deux grands colloques, un à Paris, l'autre à Rennes, auxquels j'avais pu participer, qui ont parlé sur différents aspects littéraires de son œuvre, ou spirituelle, ou de sa postérité. Un livre écrit par son arrière-petite-fille, qui est très intime. Là, c'est Léon Bloy vu de l'intérieur, à partir de la relation qu'il a eue avec son épouse danoise. On verra qu'il avait mis du temps à la trouver. Donc c'est son arrière-petite-fille, Natacha Galperine, qui a fait ça. Jeanne et Léon Bloy, une écriture à 4 mains, qui est parue au Cerf. C'est un livre intéressant parce qu'on suit là vraiment Léon Bloy au jour le jour. Il y a eu, alors, beaucoup de choses sont accessibles à la collection de bouquins. Il y avait depuis un certain nombre d'années le journal de Léon Bloy. Alors, il y a deux choses dans le journal de Léon Bloy. Il y a le journal qu'il avait publié, puis le journal qui était resté inédit. On ne publie jamais tout son journal. Donc vous avez une édition scientifique du journal inédit de Léon Bloy,
qui est énorme, qui est cher et qui n'est pas très accessible, sinon pour les spécialistes. Mais par contre, vous avez dans la collection bouquins le journal publié de Léon Bloy, en 2 tomes de la collection bouquins, qui ont assez bon marché. Et Bouquin vient de faire un 3e tome, là, des essais de Léon Bloy. Alors là aussi, c'est pratique parce que ça vous réunit en un seul volume la plupart des essais critiques et pamphlets aussi de Léon Bloy. Puis vous avez des trucs en poche, Le Désespéré, La Femme pauvre, qui sont ces 2 grands romans, vous voyez, même si le mot roman ne convient pas. Et par exemple ça, dans la collection Rivage, Exégèse des lieux communs, qui est aussi un autre de ces grands livres de critique. Puis vous avez des numéros spéciaux. Alors je souligne notamment, parce que c'est la revue que je participe et puis de mes copains, ce dossier Bloy Actuali, la revue Nous, donc, qui est paru en octobre dernier, au moment du centenaire de la mort, avec des essais, des inédits, et puis on avait imaginé de reprendre justement le thème exégèse des lieux communs, quels sont les lieux communs d'aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, pas mal d'actualités Léon Bloy. Pour vous inciter, donc, le but de la séance, ça serait plutôt de vous inciter à le lire, à le découvrir, à l'arpenter, parce que vous allez avoir là une des principales sources spirituelles, d'abord, du XXe siècle. Alors, quelques mots d'abord sur sa biographie, qui est très complexe. Il y a plein de... Il est né en 1846 à Périgueux, c'est le 2e sur 7, d'un père franc-maçon qui est conducteur des ponts et chaussées, d'une mère par contre bosse un couple français typique du 19e. Le père est non pratiquant, anticlérical, franc-maçon, et la mère par contre reste très pieuse et elle est à l'église. Bon, donc les jeunes gens sont éduqués par la mère jusqu'à l'âge de 10-11 ans, puis après ils perdent tous la foi en passant sous la coupe du père qui les initie à d'autres aspects de la vie. Bon, donc c'est le modèle éducatif, on pourrait dire, du monde bourgeois au XIXe siècle, la moyenne bourgeoisie, donc c'est à peu près ce qu'il a vécu. Il a fait des études médiocres, partagées là aussi entre les 2 écoles, les frères, les écoles chrétiennes et le lycée impérial qu'il y avait à Périgueux. Donc quand il se faisait virer de l'un, il revenait à l'autre, etc. Bon. Et bon, il ne sait pas trop quoi faire, hein, comme jeunes gens. Et donc il décide vaguement, il a un don pour le dessin, donc on peut en faire un architecte. Et mais en même temps, il gribouille des poèmes, des peintures, des petits dessins, des peintures. C'est plus l'art déjà qui l'intéresse. Alors il va monter à Paris en 1800, après cette jeunesse, bon, voilà, assez quelconque. Il monte à Paris en 1864, donc à 18 ans, et bon là on l'a casé, donc un bureau d'architecte à la gare d'Austerlitz. Enfin, c'est un fumiste, il va vite se faire renvoyer parce que, bon, c'est un employé dans un bureau d'architecte qui construit la gare d'Austerlitz. Il est visiblement pas fait pour le travail de bureau, hein, et donc il s'en fait rapidement renvoyer. Alors, bon, après, c'est les vaches enragées, comme on dit, la bohème, et donc il va essayer de vivre de ses dessins, de ses articles, qu'il essaye de caser dans la presse littéraire de cette époque-là. Mais bon, avec naturellement des moyens de subsistance assez limités. Alors, dans cette période-là, donc, il y a 20 ans, et il connaît donc des lectures, une effervescence, une ébullition intérieure, il a donc perdu la foi, et donc il est à la fois dans la révolte sociale, il s'intéresse beaucoup au socialisme révolutionnaire. À l'époque, c'était pas encore Marx en France, mais c'était un autre auteur, c'était Herzen, donc il a beaucoup lu Herzen, les socialistes révolutionnaires. Il est également dans une révolte religieuse, métaphysique, donc il est dans l'athéisme, non pas simplement l'indifférence, mais un athéisme un peu sous un signe absolu. Là, il connaît la tentation du suicide. Et c'est à ce moment-là, un peu par hasard, il va tomber sur son voisin, qui n'est pas tout à fait n'importe qui est beaucoup plus vieux que lui, qui est un peu, on l'appelle dans la littérature le connétable, parce qu'il était à la fois aristocrate, puis il a eu une position dans le monde des publicistes, dans les littéraires un peu spécial, qui est donc Jules Barbé d'Aurevilly. Et Barbé d'Aurevilly, donc vous avez peut-être lu, il a écrit Le prêtre marié, Les ensorcelés, enfin c'est un écrivain un peu à la fois croyant, catholique, enfin non pratiquant, et sulfureux du 19e siècle, donc qui est de 20 ans ou 30 ans l'aîné de Bloy. Barbé d'Aurevilly va donc avoir le couver un peu, voit les talents de ce jeune garçon qui se cherche, et donc va avoir une influence sur lui. Il le met notamment au latin, et beaucoup de choses vont venir à Bloy par le latin, par le latin qui le guide vers toute une littérature, notamment qui n'était pas forcément traduite, une littérature mystique, etc., qui commence à lire et à découvrir. Et donc tout ça débouche
en décembre 68 par une conversion qu'il présente comme un peu foudroyante et qui sera confirmée. Elle n'est pas encore sacramentelle, hein, ça ne devient pas du jour au lendemain un enfant de cœur et un pilier d'église, loin de là, mais une conversion intellectuelle, en tout cas foudroyante, qui confirme en 1869 à Sainte-Geneviève, la paroisse Sainte-Geneviève de Paris. Et donc, en cela, Léon Bloy est un des premiers de ce qu'on appelle les convertis fin de siècle. Alors, il y en a eu beaucoup d'autres. Pensez que la littérature, pas simplement française, et pas que la littérature, l'art également, la philosophie, etc., a été traversée entre la fin des années 60 et la fin des années 20. Il y aurait plusieurs vagues différentes qu'il faudrait détailler, mais par toute une série de conversions. Alors, attention, des conversions, il y en a tout le temps. Des conversions religieuses, il y en a tout le temps. Simplement, il y a des moments où on en parle, où ça devient un phénomène collectif, puis il y a des moments où les conversions restent des phénomènes individuels. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette génération qui arrive à l'âge adulte en 1870, ça devient un phénomène collectif. C'est-à-dire que les convertis sont très nombreux, il y a une littérature de conversion qui se met en place, le récit de conversion. Ça devient un thème littéraire, et il faudrait s'expliquer pourquoi. C'est-à-dire, des conversions, il y en a tout le temps, pourquoi c'est à ce moment-là que, finalement, on en parle. Donc, Bloy va être un des annonciateurs de ces convertis fin de siècle, même s'il en parlera lui-même de sa propre conversion plus tard. Lorsqu'il y a cette conversion-là, en 68, 69, je vous donne quelques exemples comme quoi ici son itinéraire devient un itinéraire générationnel. Alors, le converti célèbre, ça va être par exemple Paul Claudel, qui est un peu plus vieux que Léon Bloy, et qui un peu plus jeune, pardon, que Léon Bloy, un peu plus jeune que Léon Bloy, qui lui va se convertir en 1886. Un épisode célèbre. C'est un poète dilettante, qui cherche donc des expériences rares pour nourrir sa littérature, un peu comme on prend de l'opium ou de l'excitation, si vous voulez, pour nourrir son imaginaire et sa littérature, et qui, donc, à la recherche d'expériences un peu rares, va aux Vêpres de Noël le 25 décembre 1886 à Notre-Dame de Paris. Et donc il est là, derrière le pilier, pour avoir une belle musique, un shoot esthétique, on pourrait dire. Et c'est là, derrière son pilier, qu'il va recevoir une conversion foudroyante. Alors, il en a écrit plus tard quelque chose, je vous le dis. Aujourd'hui, quand vous allez à Notre-Dame de Paris, il y a des pèlerinages de cartes japonais qui vont pèleriner, parce que Claudel est très connu au Japon, qui vont toucher le pilier de Notre-Dame. Donc, je lis ce que Claudel en a dit. Bien que rattaché des deux côtés à des lignées de croyants qui avaient donné plusieurs prêtres à l'église, ma famille était indifférente. Et après mon arrivée à Paris, devint nettement étrangère aux choses de la foi. Auparavant, j'avais fait une première communion qui, comme pour la plupart des jeunes garçons, avait été à la fois le couronnement et le terme de ma pratique religieuse. Dès mon arrivée au lycée Louis-le-Grand, j'avais perdu la foi, qui me semblait inconciliable avec la pluralité des mondes. La lecture de la vie de Jésus de Renan, qui est paru en 1863, fournissait de nouveaux prétextes à ce changement de conviction que tout d'ailleurs autour de moi encourageait. Que l'on se rappelle ces tristes années 1880, à l'époque du plein épanouissement de la littérature naturaliste, ces eaux-là, jamais le joug de la matière, le joug, c'est-à-dire le poids de la matière, ne parut mieux affermi. Tout ce qui avait un nom dans l'art, dans la science, dans la littérature était irréligieux. Tous les soi-disant grands hommes de ce siècle finissant s'étaient distingués par leur hostilité à l'Église. Renan régnait. J'acceptais l'hypothèse mécaniste dans toute sa rigueur. Je croyais que la science allait arriver après-demain à débrouiller tout parfaitement. Tout cela me semblait d'ailleurs fort triste, fort ennuyeux. Je vivais dans l'immoralité à peu près. Non, je vivais dans l'immoralité et peu à peu, je tombais dans un état de désespoir. La pensée de la mort ne me quittait pas. J'avais complètement oublié la religion. J'étais à son égard d'une ignorance de sauvage. La première lueur de vérité me fut donnée par la rencontre de livres d'un grand poète à qui je dois une éternelle reconnaissance et qui a eu dans la formation de ma pensée une part prépondérante, Arthur Rimbaud. La lecture des Illuminations, qui paraît en 1886 aussi, puis d'une saison en enfer, fut pour moi un événement capital. Pour la première fois, ces livres ouvraient une fissure dans mon bagne matérialiste. L'expression est restée célèbre pour décrire ces années 1880, le bagne matérialiste, et me donner l'impression vivante et presque physique du surnaturel. Mais mon état habituel d'asphyxie, de désespoir restait le même. Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. Je commençais alors à écrire, il me semblait que dans les cérémonies catholiques, considérées avec un dilettantisme supérieur, je trouverais un excitant approprié et la matière de quelques exercices décadents. C'est dans ces dispositions que, coudoyé et bousculé par la foule,
J'assistais avec un plaisir médiocre à la grand-messe, puis, n'ayant rien de mieux à faire, je revins pour les vêpres. J'étais debout dans la foule près du second pilier, à l'entrée du chœur à droite, à côté de la sacristie, et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché, et je crus. Il reprend ici une formule de Pascal, le modèle de la conversion de l'intellectuel en France, ça a longtemps été Pascal, qui avait eu une nuit de lutte autour de la foi, et qui avait eu ce type d'expérience mystique, qui avait écrit ça sur un petit papier, puis qui l'avait cousu dans ses vêtements. On a retrouvé le papier, le mémorial de Pascal, quand il est mort, cousu dans son vêtement. Et donc je fus touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude, ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pas pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, d'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. Les larmes, les sanglots étaient venus, le chant si tendre de l'adesté ajoutait encore à mon émotion bien douce, où se mêlait cependant un sentiment d'épouvante et presque d'horreur. Car mes convictions philosophiques étaient restées entières. Dieu les avait laissées dédaigneusement où elles étaient. Je ne voyais rien à y changer. La religion catholique me semblait toujours le même trésor d'anecdotes absurdes. Ses prêtres et ses fidèles m'inspiraient toujours la même aversion, qui allait jusqu'à la haine, jusqu'au dégoût. L'édifice de mes opinions et de mes connaissances était resté debout, je ne voyais aucun défaut. Il était seulement arrivé que j'en étais sorti. L'état d'un homme qu'on arracherait d'un seul coup de sa peau pour le planter dans un corps étranger au milieu d'un monde inconnu est la seule comparaison que je puisse trouver pour exprimer cet état de désarroi complet. Ce qui était le plus répugnant à mes opinions et à mes goûts, c'est cela pourtant qui est ivré, c'est cela dont il fallait bon gré mal gré que je m'accommodasse. Alors, bon, après il explique que ça lui a duré une bonne dizaine d'années, on pourrait dire, avant de re-rentrer dans ce nouveau corps et de se refaire tout un nouvel édifice de conviction, de vision du monde, en conformité, on pourrait dire, avec son expérience. Alors voilà, ça c'est un exemple célèbre, qui est celui de Claudel. Vous en avez un autre, qui est celui de Joris Karl Huysmans. Huysmans, qui est un disciple de Zola, qui est donc un écrivain naturaliste, et c'est à l'époque où il est donc naturaliste, c'est-à-dire, je vous rappelle que le naturalisme, c'était vouloir mettre la science dans la littérature. Zola, bon, qui est un grand écrivain, mais avant de faire un roman, d'abord le personnage disparaît, ce qui compte c'est le milieu, les halles, les chemins de fer, etc. Deuxièmement, c'est l'hérédité, le principe d'explication de tout ce qui arrive à ces personnages. Et puis troisièmement, avant même d'écrire, donc il est d'abord sociologue, il va faire une enquête sur le milieu pour décrire ce milieu-là, etc. Bon. Et donc Huysmans était un naturaliste, de l'école naturaliste, et essayait donc de faire des romans sur ce modèle. Et puis en 1884, il fait un roman un peu spécial, justement sur les naturalistes, sur un personnage de décadent, qui s'appelle Désessinte, le roman s'appelle À rebours. Et donc, il ne sait pas trop comment conclure son roman. Donc voilà la conclusion qu'il avait donnée, alors qu'il n'a pas la foi du tout, la conclusion qu'il avait donnée à son roman en 1884. Le bourgeois, rassuré, trônait, jovial, de par la force de son argent, de la contagion, de sa sottise. Le résultat de son avènement avait été l'écrasement de toute intelligence, la négation de toute probité, la mort de tout art. C'était en peinture un déluge de niaiseries molles, en littérature une intempérance de style plat, d'idées lâches, car il lui fallait de l'honnêteté au tripoteur d'affaires, de la vertu au flibustier qui pourchassait une dot pour son fils mais refusait de payer celle de sa fille, de l'amour chaste au voltairien qui accusait le clergé de viol, mais s'en allait renifler hypocritement, bêtement, sans dépravation réelle d'art, dans les chambres troubles, l'eau grasse des cuvettes et le poivre tiède et les jupes sales. Là, on est vraiment très proche de la nana de Zola. Voilà. C'était le grand bagne, encore le mot bagne, le grand bagne de l'Amérique. Ils ne connaissent pas l'Amérique, nos écrivains, ils ont une vision uniquement sous l'angle du bagne. C'est la grande bagne de l'Amérique transportée sur notre continent. C'était enfin l'immense, la profonde, l'incommensurable goujaterie du financier et du parvenu rayonnant tel qu'un abject soleil sur la ville idolâtre qui éjaculait à plat ventre d'impurs cantiques devant le tabernacle impie des banques. Là aussi, c'était fourni à Zola, tout ça, et c'est le vocabulaire de Zola. Et croule donc, société, meurs donc, vieux monde, s'écria Désessinte, indigné par l'ignominie du spectacle qu'il évoquait. Il s'apercevait alors que les raisonnements du pessimisme étaient impuissants à le soulager, que l'impossible croyance en une vie future serait seule apaisante, un accès de rage le balayait, ainsi qu'un ouragan, ses essais de résignation, ses tentatives d'indifférence. Il ne pouvait se le dissimuler, il n'y avait rien, plus rien, tout était par terre,
Les bourgeois bafraient sur leurs genoux dans du papier sur les ruines grandioses de l'église qui était devenue un lieu de rendez-vous, un amas de décombres. Est-ce que pour montrer une bonne fois qu'il existait, le terrible Dieu de la Genèse, le pâle décloué du Golgotha, c'est-à-dire Jésus, n'allait point rallumer les cataclysmes éteints, rallumer les pluies de flammes qui consumèrent les cités jadis réprouvées, les villes mortes, Sodome et Gomorrhe? Est-ce que cette fange allait continuer à couler et à couvrir de sa pestilence ce vieux monde où ne poussaient plus que des semailles d'iniquité et des moissons d'opprobre? Encore deux mots de Zola, semailles et moissons, vous avez ça partout chez Zola. Dès Sainte tomba accablé sous une chaise. Seigneur, prenez pitié du chrétien qui doute, de l'incrédule qui voudrait croire, du forçat de la vie qui s'embarque tout seul dans la nuit, sous un firmament que n'éclairent plus les consolants fanaux du vieil espoir. Bon, le roman s'arrêtait là. À une époque donc où il se pense comme croyant, hein, et donc 20 ans plus tard, quand il rééditera son livre, après sa propre conversion, il fera toute une préface où il expliquera justement pourquoi la conversion devient un phénomène littéraire. On était alors en plein naturalisme, mais cette école qui devait rendre l'inoubliable service de situer des personnages réels dans des milieux exacts était condamnée à rabâcher en piétinant sur place. Elle n'admettait guère, en théorie du moins, l'exception. Elle se confinait donc dans la peinture de l'existence commune. Elle s'efforçait, sous prétexte de faire vivant, de créer des êtres qui fussent aussi semblables que possible à la moyenne des gens. La vertu, étant ici-bas, il faut bien avouer, une exception, était par cela même écartée du plan naturaliste. Ne possédant pas le concept catholique de la déchéance et de la tentation, nous ignorions de quels efforts, de quelles souffrances la vertu peut être issue. L'héroïsme de l'âme, victorieuse des embûches, nous échappait. Donc, tout ce qui est la dimension combat spirituel, tout ça, ça échappe au roman naturaliste. Il ne nous serait pas venu à l'idée de décrire cette lutte. Restaient les vices, mais le champ a été à cultiver assez restreint. Il se limitait au territoire des 7 péchés capitaux, et encore sur ces 7, un seul était disponible, celui contre le 6e commandement de Dieu était accessible. Les autres, c'est-à-dire la luxure, les autres avaient été déjà terriblement vendangés, il ne demeurait guère plus de grappes à y égrener. L'avarice, par exemple, avait été pressée jusqu'à la dernière goutte par Balzac, son père Goriot, etc., et par Hello. L'orgueil, la colère, l'envie avaient traîné dans toutes les publications romantiques, notamment chez Stendhal, qui est le romancier de ces sentiments-là, l'orgueil, la colère, l'envie, etc., Rouge et le Noir, par exemple. La vérité est que l'orgueil eût été le plus magnifique des forfaits à étudier, que la gourmandise, remorquant à sa suite la luxure et la paresse, eussent été matière à de surprenantes fouilles si l'on avait scruté ses péchés avec la lampe et le chalumeau de l'Église en ayant la foi. Mais aucun de nous n'était préparé pour cette besogne. Nous étions donc acculés à remâcher le méfait le plus facile à décortiquer de tous, le péché de luxure, sous toutes ses formes. Et Dieu sait si nous le remâchâmes. Quoi qu'on inventât, le roman pouvait se résumer en quelques lignes et savoir pourquoi monsieur un tel commettait ou ne commettait pas l'adultère avec madame une telle. Si on voulait être distingué, on plaçait l'œuvre de chair entre une marquise et un comte. Si on voulait au contraire être un écrivain populaire, on la campait entre un soupirant de barrière et une fille quelconque. Le cadre seul différé, tombera pas. Cela s'appelait étude psychologique. Zola s'en tirait en brossant des toiles plus ou moins précises. Ces héros n'avaient pas d'âme, ils étaient régis tout bonnement par des impulsions et des instincts, ce qui simplifiait le travail de l'analyse. Ils remuaient, ils accomplissaient quelques actes sommaires, ils peuplaient d'assez franches silhouettes des décors qui devenaient les personnages principaux des drames. Ils célébraient de la sorte les halles, les magasins de nouveautés, le chemin de fer, les mines. Les êtres humains égarés dans ces milieux n'y jouaient plus que le rôle d'utilité, de figurant. Mais Zola était Zola, c'est-à-dire un artiste un peu massif, mais doué de puissants poumons, de gros poings. Nous autres, moins Rabelais, préoccupés d'un art plus subtil, plus vrai, nous devions nous demander si le naturalisme n'aboutissait pas à une impasse, et si nous n'allions pas bientôt nous heurter contre le mur du fond. Je cherchais vaguement à m'évader d'un cul-de-sac où je suffoquais, mais je n'avais encore aucune idée déterminée, et À rebours est un ouvrage parfaitement inconscient. Ce livre, ce fut l'amorce de mon œuvre catholique, qui s'y trouve tout entière en germe. Je me croyais très loin de la religion, pourtant. Je ne songeais pas que de Schopenhauer, que j'admirais plus que de raison, à l'Ecclésiaste, ou au livre de Job, donc deux livres de l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un petit pas. Les prémices sur le pessimisme sont les mêmes, seulement lorsqu'il s'agit de conclure, la philosophie de Schopenhauer se dérobait. J'aimais ses idées sur l'horreur de la vie, sur la bêtise du monde, sur l'inclémence de la destinée, je les aime également dans les livres saints. Mais les observations de Schopenhauer n'aboutissaient à rien. Ces aphorismes n'étaient en sorte qu'un herbier de plaintes sèches. L'Église, elle, expliquait les origines, les causes, signalait les fins, présentait les remèdes. Elle ne se contentait pas de vous donner une consultation d'âme, elle vous traitait, elle vous guérissait, alors que le médicastre allemand, après
après vous avoir bien démontré que l'affection dont vous souffrez est incurable, vous tournez en ricanant le dos. Cette orientation si nette d'un rebours sur le catholicisme, elle me demeure, je l'avoue, incompréhensible. Je n'ai pas été élevé dans des écoles congréganistes, mais au lycée. Je n'ai jamais été pieux dans ma jeunesse. À l'époque, je ne mettais pas les pieds dans une église. Je ne connaissais aucun catholique pratiquant, aucun prêtre. Je n'éprouvais aucune touche divine m'incitant à me diriger vers l'église. Je vivais dans mon doge, tranquille. Je suis parti me convertir dans une trappe en 1892. Près de 8 années sont donc écoulées avant que les semailles de ce livre n'aient levé. Pourquoi, comment ai-je été aiguillé sur une voie perdue alors pour moi dans la nuit? Le travail souterrain de l'âme nous échappe. Il y a eu sans doute au moment où j'écrivais à rebours un remuement des terres, un forage du sol pour y planter des fondations dont je ne me rendis pas compte. Dieu creusait pour placer ses fils et il n'opérait que dans l'ombre de l'âme, dans la nuit. Rien n'était perceptible, ce n'est que bien des années après que l'étincelle a commencé de courir le long des fils. Je sentais alors l'âme s'émouvoir dans ses secousses. Je rebiffais sur les articles de la foi, les objections que je me posais me semblaient être irrésistibles, et un beau matin, en me réveillant, elles furent, sans que j'ai jamais su comment, résolues. Je priais pour la première fois, l'explosion se fit. Dans le tohu-bohu suscité par un rebours, le roman avait fait scandale, son roman décadent avait fait scandale. L'histoire de rebours, c'est donc un décadent qui s'emmerde et qui décide donc il est très riche et il décide de fabriquer un criminel. Donc il recueille un gamin dans la rue, là, et puis il le comble de biens et il ne donne pas d'argent, etc. Il l'habitue à la luxure, et puis il lui coupe les vivres brutalement. Et donc naturellement le gamin n'a plus ensuite qu'à tuer, est obligé de tuer pour continuer sur le même train de vie. Bon, voilà. Donc, le roman avait fait scandale. Dans le tohu-bohu suscité par un rebours, un seul écrivain avait vu clair, Barbé de Remilly, lui encore, qui avait écrit « Après un tel livre, il ne reste plus à l'auteur qu'à choisir entre la bouche d'un pistolet ou les pieds de la croix, c'est fait. » Donc voilà, le témoignage donc, de Claudel, vous explique, vient vous expliquer pourquoi, d'abord, ces conversions étaient si nombreuses dans le domaine de l'art, les artistes, etc. Et puis pourquoi on en a parlé, pourquoi donc, au-delà d'un phénomène individuel, ça devient un phénomène collectif, un phénomène artistique, un phénomène littéraire. C'est ce sentiment donc d'une société qui est arrivée dans une sorte d'impasse, une société bourgeoise, triomphante en même temps, mais dans cette sorte d'impasse, donc, vous voyez comment le mot bagne revient, le bagne matérialiste, ou le bagne ici du naturalisme, le cul-de-sac, etc. Et donc, une fois qu'on est au fond de ce cul-de-sac, comment en sortir? Et donc c'est en même temps d'ailleurs qu'on va découvrir une toute autre manière de faire du roman. En 1886, c'est l'introduction en France du roman russe, Dostoïevski et Tolstoï, qui vient de découvrir justement le roman de l'âme, cette fois-ci, hein, qui ont eu une importance capitale. Mais ça n'a pas pris que des formes religieuses. C'est en même temps, vous avez aussi quelque chose de là-dedans, dans le thème de Nietzsche. Hein. Nietzsche, c'est en 1885 qu'il publie Ainsi parlait Zarathustra. Et c'est quoi ici? Ça prend chez lui une forme de rupture religieuse, puisque c'est un fils du pasteur protestant, mais c'est le thème du surhomme. Hein. Qu'est-ce que dit le prologue du Zarathustra? Très bel extrait, le plus compréhensible, on pourrait dire, de tout le bouquin, parce que tout n'est pas compréhensible dans Zarathustra. Et donc, c'est quoi Zarathustra? C'est le surhomme qui arrive et qui vient annoncer le surhomme, mais pour annoncer le surhomme, il vient d'abord montrer le dégoût du dernier homme, faire la critique du dernier homme. Et donc il va insister avec dégoût sur le dernier homme, c'est-à-dire le petit bourgeois. Voilà. Et les gens l'arrêtent en disant « mais nous on ne veut pas le surhomme, on veut le dernier homme ». Alors je vous lis cet extrait-là qui est célèbre. « Voyez, je vous montre le dernier homme. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que le désir? Qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Voilà ce que demande le dernier homme, et il cligne de l'œil. La terre alors sera devenue toute petite. Le dernier homme y sautille, qui rend toutes les choses petites. Son espèce est indestructible, comme le puceron des bois. Le dernier homme, c'est celui qui vivra le plus longtemps. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers humains, et ils clignent des yeux. Ils ont quitté les contrées où il est dur de vivre, car on a besoin de chaleur. On aime encore le voisin et on se frotte à lui, car on a besoin de chaleur. Devenir malade, éprouver de la méfiance, leur paraît relever du péché. On marche donc avec précaution. Fou celui qui trébuche encore sur des pierres ou sur des humains. Un peu de poison par-ci par-là, ça donne des rêves agréables, de cannabis, et beaucoup de poison. Pour finir, ça donne une mort agréable. On travaille encore car le travail est un divertissement, mais on prend soin que le divertissement ne soit pas trop fatigant. On ne devient plus ni riche ni pauvre car l'un et l'autre sont trop pénibles. Qui veut encore gouverner? Qui veut encore obéir? L'un et l'autre sont trop pénibles. Point de berger, mais un seul troupeau. Chacun veut la même chose, chacun sera pareil. Celui qui sent les choses autrement ira volontairement à l'asile d'aliénés. Jadis, tout le monde était fou.
disent les plus malins, et ils clignent des yeux. On est malin, on sait tout ce qui s'est passé. On n'en finit pas de se moquer. On se querelle encore, mais on se réconciliera bientôt, sinon ça abîme l'estomac. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, mais on adore la santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent des yeux. Et sur ces mots s'acheva le premier discours de Zarathustra. Discours qu'on appelle aussi le prologue. Car à cet endroit, les cris de la joie de la foule interrompirent Zarathustra. Donne-nous ce dernier homme, ô Zarathustra, fais-nous devenir ce dernier homme, et nous te faisons grâce du surhomme. Et toute la foule jubilait et claquait de la langue. Donc la foule ne veut pas la voix du surhomme, parce qu'elle veut, c'est le dernier homme que vient de décrire ici Zarathustra. Et donc, l'itinéraire ici de Blois, il est donc représentatif d'une génération d'écrivains, d'artistes, un peu au bord de l'asphyxie, dans cette société bourgeoise, scientiste aussi, qui s'est mise en place. Je rappelle en France, la culture, le triomphe du positivisme, du scientisme, après, c'est dans les années après 1880, donc ça envahit un peu tout, y compris donc la littérature. Alors, après sa conversion, dont lui, il avait été un des premiers, converti fin de siècle, après sa conversion, bon, ça ne veut pas dire que tout ça a résolu pour autant, et donc il va connaître 10, 15, 20 ans, sinon toute sa vie, de vaches enragées. Il s'interroge pour savoir s'il a une vocation religieuse, il s'est toujours interrogé, il a des aventures sentimentales tumultueuses, il doit participer à la guerre de 1870 comme soldat, après bon, il est fauché, donc il est obligé de revenir à Périgueux entre 71 et 73, et bon, c'est un peu une sorte de punition, pour revenir dans le contexte familial. Il s'interroge sur sa vocation, converti, bon, mais pour faire quoi? Publiciste. Alors à cette époque-là, il y a des publicistes catholiques, il y a des journalistes catholiques, mais ils sont tous plutôt dans le milieu légitimiste, donc il a fréquenté les lieux de légitimistes, et il s'est donné donc une formation de journaliste catholique en fréquentant quelques grands auteurs légitimistes qui n'avaient jamais accepté, contre-révolutionnaires, qui n'avaient jamais accepté 1789 et ce qui en découlait, mais malgré tout qui avaient un certain nombre d'intuitions théologiques importantes. Et donc Léon Blois a lu Joseph de Maistre, qui était mort en 1821, et la grande plume du journalisme intransigeant catholique, c'était Louis Veuillot, qui avait un journal qui s'appelait L'Univers, et donc Léon Blois a participé à essayer de caser quelques articles dans l'Univers. Il y avait des philosophes aussi catholiques, notamment un qui s'appelait Antoine Blanc de Saint-Bonnet, qui avait fait un livre en 1848 qui s'appelle La douleur, qui est une très belle réflexion sur la douleur, et auquel Blois a beaucoup emprunté, justement c'est le thème de la douleur. Alors il vit dans une très grande précarité, quelques articles du secrétariat, beaucoup d'écrits à l'époque, on écrit beaucoup chez les notaires, il y a plein de, je vous rappelle que la photocopie ça n'existait pas, le papier carbone non plus, et là il faut tout écrire par voie, et donc il y a des copistes, on ne gagne pas grand chose à faire des copistes, on fait des écritures toute la journée, et donc il cherche sa voie, et comme il a un certain caractère, il se brouille à peu près avec tous ses protecteurs momentanés. Il fréquente donc les milieux catho et légitimistes, il va revenir ensuite à Paris, il fréquente les milieux également littéraires, le quartier latin, c'est-à-dire le quartier latin et Montmartre, le milieu de ce qu'on appelle la bohème, les cabarets qui avaient aussi des revues comme Le Chat Noir, bon, on est dans le monde de Toulouse-Lautrec, si vous voulez, et c'est dans ce monde-là que Léon Blois évolue, et donc il se mêle, tout en se disputant régulièrement avec eux, à la génération donc, des autres écrivains qui ont un parcours semblable, Barbey d'Aurevilly, Ernest Hello, Villiers de l'Isle-Adam, Paul Féval qui était un converti aussi, celui qui avait fait Le Bossu, qui s'était converti également. Bon. Alors, au point de vue sentimental, il n'est pas plus dans la stabilité, et il va avoir une grande aventure très douloureuse avec Anne-Marie Roulet, entre 1877 et 1882, qui est une prostituée, qui veut à la fois sortir du ruisseau, convertir, épouser, tout en hésitant, comme il se demande s'il y a une vocation religieuse, il ne sait pas si c'est un amour charnel ou un amour mystique, et donc c'est compliqué pour lui à délimiter ce qui est charnel, ce qui est mystique, donc régulièrement, quand il voit que c'est trop fort, il va dans une trappe faire une retraite pour essayer de purifier. Bon. Alors, cette relation-là, qui est dans la misère, en même temps, ils sont tous les deux fauchés, donc cette relation-là finira, on est au croisement de la mystique et de la folie, et finalement en 1882, il va falloir que Anne-Marie Roulet soit internée à Sainte-Anne, parce qu'elle devient carrément folle, dans le délire mystique, mais donc il y a de la vraie mystique dedans, mais il y a aussi beaucoup de folie.
Et donc, ce délire mystique va conduire Anne-Marie à Sainte-Anne en 1882. Mais ça va être une expérience, donc j'ai pas le temps de... Je ne la connais pas d'ailleurs bien encore, mais ça va être une expérience que vous retrouverez en sous-jacente dans son deuxième grand roman, après Le Désespéré, qui est La femme pauvre. Anne-Marie Goulet a inspiré largement La femme pauvre. Alors, Léon Bloy, c'est un homme à femme, et donc les autres compagnes qu'il a pu avoir, ou maîtresses, ben, on peut dire qu'il n'a pas eu beaucoup plus de chance. Sur notre liaison juste après, grand amour qui commence, mais tuberculeuse, elle meurt au bout de 5 mois à l'hôpital de la Pitié. Une autre qui meurt, une troisième liaison avec Berthe Dumont, qui meurt également 6 mois après. Bon, donc, c'est quand même avec le poids de la misère derrière, hein, c'est-à-dire la maladie et la misère, font que la vie apparaît un petit peu bouchée. Hein, malgré la conversion, c'est loin d'être la vie aisée. Et donc, le Léon Bloy de 1890 a multiplié d'abord les articles de critique, je vais y venir sur un instant, et donc c'était des ennemis partout. La critique littéraire, lorsqu'on en fait vraiment, forcément, qu'on n'est pas complaisant et qu'on a ça le caractère, on ne se fait que des ennemis. Donc la plupart des journaux, y compris les petits journaux, se ferment les uns après les autres. Au point de vue de sa vie sentimentale, c'est donc aussi dramatique et catastrophique aussi. Sa famille, elle ne veut plus en entendre parler. Il approche quand même au-delà de la trentaine. Et ses premières œuvres qu'il va essayer d'écrire tombent dans ce qu'il appellera la conspiration du silence. Parce que, bon, lui, bien sûr, s'estime génial, et en effet, il l'est. Mais, ceci dit, c'est un génie un peu, comment dire, infréquentable, et on le lui fait payer. Et là, on est dans un moment d'épuisement nerveux et spirituel. Vers 1885, là, il est dans un épuisement nerveux et spirituel qui restera un peu une des traces de sa vie. Ça se calmera simplement dans les 15 ou 16 dernières années, une fois le XXe siècle commencé. Il va quand même, en 1890, trouver un peu plus de stabilité sentimentale en épousant une jeune philosophe danoise qui vient faire des études sur Kierkegaard à Paris, et qui s'appelle Jeanne Molbeck, qui est la fille d'un poète danois. Et donc il épouse Jeanne en 1891. En 1890, il va du coup partir, comme il n'y a plus rien possible pour lui, partir vivre quelques mois, faire des conférences sur Zola, etc., faire des conférences au Danemark. Et cette Jeanne va lui donner 4 enfants, qui restera sa compagne, son inspiratrice, c'est un grand amour, hein, entre Bloy et Jeanne. 2 filles qui vont survivre, mais enfin, là encore, le poids de la misère. En 1895, Léon Bloy perd ses 2 garçons, parce qu'il n'y a rien pour les soigner. Un qui vient juste de naître, et l'autre qui avait moins de 2 ans. Les 2 meurent de la misère la même année. Et dans ce milieu-là, c'est là que se forge aussi une partie de la légende de Léon Bloy. Plus tard, un des tomes de son journal s'appellera Le mendiant ingrat, c'est-à-dire qu'il vit une sorte de mendicité. C'est-à-dire ces rares admirateurs, ceux qui n'engueulent pas, ils l'envoient quand ils veulent, quand ils leur demandent, ils tapent, comme on dit. Alors, ce qu'il y a, ce qui est quand même génial, donc il a des admirateurs qui se renouvellent, mais comme il les engueule régulièrement, les donneurs s'épuisent un peu de donner. Mais il va vivre tout le reste de sa vie comme ça, hein, de gens qui lui envoient 200 francs de l'époque ou 300 francs de l'époque et qui lui permettent de payer son loyer. Quand il n'arrive pas à payer son loyer, il est obligé de déménager. C'est pour ça que la ville de Léon Bloy, il a fait toute la banlieue parisienne aussi en tournant, parce que régulièrement c'était à la cloche de bois, quoi, hein, il fallait partir parce qu'on ne pouvait plus payer le loyer. Et donc le mendiant ingrat, cette figure d'un écrivain qui vit vraiment dans une sorte de mendicité, alors pas pareil tout à fait que la cloche dans la rue, mais malgré tout dans une mendicité pour arriver à faire vivre sa famille, obligé toute sa vie de quémander à des admirateurs de l'aider. Alors maintenant il est temps de rentrer un peu dans son œuvre. Et donc une bonne partie de la... C'est pour ça que ça l'a rendu si isolé. Une bonne partie de son œuvre, c'est donc Léon Bloy est d'abord un critique, un pamphlétaire, et donc un critique, un pamphlétaire fin de siècle. Il se présentait comme l'aveugle-né des évangiles, qui devint voyant après avoir été guéri par Jésus, donc sa conversion c'est ça. Et cet aveugle-né, attention, il ne dit pas ce qu'il pense. L'aveugle-né, il va dire ce qu'il voit. Donc c'est là aussi qu'il faut bien situer Léon Bloy, parce qu'il ne faut pas attendre de lui
des théories très compliquées, ou des théories très poussées, mais c'est plutôt une vision. Hein. On n'est pas de l'ordre de quelque chose qui parle à l'intelligence, mais quelque chose qui vient parler d'abord à la vision. Donc il vient décrire ce qu'il voit, et non pas ce qu'il pense. Et donc ce qu'il voit, il est critique de la littérature à la spiritualité, et de l'ensemble des aspects de son époque, jusque donc les lieux communs et les idées, les lieux communs et les idées reçues. C'est l'époque où s'invente ce type-là de genre. Aujourd'hui, c'est fréquent. Roland Barthes allait chercher les mythologies de notre époque, etc. Donc régulièrement, on va dire quelles sont les mythologies actuelles, et donc on va faire un article sur telle ou telle mythologie. Bon, à l'époque, c'est nouveau. Il y a Blois et Flaubert qui ont inventé ce genre. Flaubert, il fait un dictionnaire des idées reçues, et Léon Blois, donc, il fait une exégèse des lieux communs. Et donc, c'est simplement pousser la critique jusque, donc par-delà la littérature, par-delà, jusque l'ère du temps. Essayer de saisir dans l'ère du temps, dans la forme la plus achevée de l'ère du temps, qui devient le lieu commun, hein, le topoi, ou l'idée reçue, pousser la critique de l'époque, donc jusque dans l'ère du temps. Et donc, Léon Blois, donc, faisant ça, s'en prend à l'Église, s'en prend aux chrétiens de son temps, aux catholiques contemporains, s'en prend bien sûr au bourgeoisisme et à toute la société bourgeoise et à tous les aspects de la société bourgeoise, s'en prend aux autres écrivains nommément, hein, ses concurrents, y compris ses anciens amis, quels qu'ils soient, des académiciens aux révolutionnaires, aux anarchistes, à Zola, etc. Enfin, tout le monde en prend régulièrement pour son grade. Et donc, naturellement, ça finit par faire de Blois un isolé. Et la question là-dedans, c'est d'arriver à comprendre de quel Léon Blois va arriver à, disons, à purifier le point de vue d'où part la critique. Bon, j'ai pas mal d'amis Facebook, et donc j'ai naturellement, une partie sont très contents du monde tel qu'il va, mais il y a une partie de gens critiques dans ce que je reçois comme message chaque jour. Et on a donc trois types de critiques de la société aujourd'hui. On peut avoir une critique sociale, la société, ça c'est mes amis insoumis, mélenchoniens, ils vont faire une critique sociale de la société, qui est indispensable, il y a besoin en effet d'une critique sociale de la société, sauf qu'elle est souvent un peu courte au bout d'un moment, et puis elle est souvent gâchée par quelques idées reçues. On peut avoir, j'ai d'autres amis ronchonchons là, qui sont des esthètes, et donc rien ne va plus. Hein, crotisés, on pourrait dire. Donc rien ne va plus, le français est débutant, les jeunes font des fautes d'orthographe, plus personne n'écrit un français correct, et qui développent donc une critique sans parler de l'art contemporain, l'étude de Jacques Koons, je sais pas quoi, et donc qui vont développer une critique esthétique de la société, qui est indispensable aussi, une critique esthétique de la société, une critique de l'éducation, enfin, et c'est pas les mêmes. Déjà, il n'y a jamais de coïncidence dans ce qui me font une critique sociale des méchants patrons, et puis ceux qui me font une critique littéraire des méchants écrivains, et puis la télé, Hanouna, quoi. Bon, voilà. Et puis, il y a un troisième type de critique, une critique mystique. J'ai aussi des amis mystiques. Alors, bon, le monde est vraiment mauvais. Et donc, il faut le fuir et aller au couvent. Mais le monde est très mauvais, le diable est à peu près partout, et il y a beaucoup de jansénisme aussi dans cette mystique-là, dans le retrait du monde, etc. Et bon, là aussi, la critique mystique est indispensable à la société. Le problème, donc, de mon point de vue qui reçoit mon film, c'est que ces trois critiques restent complètement juxtaposées et ne se recoupent chez la même personne à peu près jamais. On a des critiques sociaux mélenchoniens, mangeurs de purée, et un anticléricalisme un peu bêta, des critiques esthétiques, mais alors très de droite, au contraire, le bon écrivain, etc. Et comme c'était mieux à l'époque du grand intellectuel, et une critique mystique, mais monastique, on pourrait dire. Les trois ne se recoupent absolument jamais. Et Léon Blois va trouver le point donc, où recouper ces trois types de critiques de la société, qui de mon point de vue sont indispensables, mais qui justement vivent décalés, vivent déphasés. Il arrive à mettre en phase la critique spirituelle, la critique sociale et la critique artiste. Et les trois se conjuguent dans son œuvre, qui à l'époque, déjà à l'époque de Léon Blois c'était pareil, c'est-à-dire que la critique sociale, mais il y en avait, c'était les anarchistes. Léon Blois a toute une série d'accointances avec les anarchistes, sauf qu'il ne l'est jamais quand même entièrement tout à fait, hein, il n'a pas posé des bombes quand même, bon. Mais il a toute une série de proximité avec les anarchistes.
La critique esthétique, ben, tous ces gens là dont j'ai parlé, c'était des esthètes critiques du monde bourgeois. Hein. Villiers de l'Isle-Adam, par exemple, il y a une très belle nouvelle qui s'appelle Le personnage. Aujourd'hui, là maintenant, dans nos films, on se passe régulièrement le personnage de François Pignon. Hein, bon, alors à l'époque, dans le 19e siècle, c'est pas François Pignon, mais c'est Tribunat Bonomé, qui est le modèle du bourgeois. Et donc Bonomé, voilà, c'est un bourgeois qui aime l'art, mais qui est un assassin de l'art en même temps. Et donc il va la nuit dans les jardins municipaux pour étrangler les cygnes, pour entendre le dernier chant du cygne. Et donc, bon, vous voyez, c'est une critique esthétique du bourgeoisisme en littérature, mais bon, ça va pas non plus très loin. Bon, c'est important esthétique pour critiquer ça, mais ça va pas non plus très loin. Et la critique spirituelle, mystique, existait aussi avant Léon Bloy, mais bon, elle était donc monastique, ou alors plutôt très intransigeante, contre-révolutionnaire, légitimiste, etc. Léon Bloy va réussir à trouver le point où il fait concilier les trois, où il va articuler les trois types de critiques: critique sociale, critique artiste, critique mystique. Et donc on dira, pour le décrire, sa façon de faire, certains disaient que c'est un Thomas d'Aquin en collaboration avec Gargantua, hein, pour le style de Léon Bloy. Alors vous trouverez ça, cet essai qui a été le sien de réunir les trois critiques, mais dans tous ses bouquins, son premier bouquin vraiment publié, c'est Propos d'un entrepreneur de démolition, hein, celui qui avait voulu être architecte, il commence par la démolition. Puis, en 1885, il va éditer un pamphlet hebdomadaire qui s'appelait Le Pal. Hein, donc, chaque semaine, il met quelqu'un sur le Pal. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que rapidement, il n'a plus de finances pour éditer ça. Un Brelan d'excommunié en 1888. Ici, on assassine les grands hommes. Léon Bloy devant les cochons. Je m'accuse en 1899, qui est une réponse au J'accuse, le fameux J'accuse de Zola. Mais là, vous voyez qu'il a rajouté un truc. Je m'accuse. Attention, il n'est pas autre de Dreyfusard, ni Dreyfusard, il est ailleurs, il est au-delà, mais il est contre Zola. En tout cas, les dernières colonnes de l'Église, là où il se moque justement de ses anciens amis, notamment Huysmans, ou donc l'exégèse des lieux communs. Alors, je vous en donne un exemple de cette critique-là de Léon Bloy. Par exemple, un lieu commun, être poète à ses heures. Hein, voilà une phrase qu'on entendait sans arrêt, je suis poète à mes heures. Hein. Je vous mets au défi de trouver un bourgeois qui ne soit pas poète à ses heures. Ils le sont tous, sans exception. Le bourgeois qui ne serait pas poète à ses heures serait indigne de la confrérie et devrait être renvoyé ignominieusement aux artistes, à ces espèces d'esclaves qui, eux, sont poètes aux heures des autres. Par exemple, il est un peu difficile de comprendre et d'expliquer ce qui peut bien être cette poésie aux heures du bourgeois. Supposez un instant que cet huissier se repose des fatigues de son ministère en taquinant la muse, qu'il se console du trop petit nombre de ses exploits en exécutant des cantates ou des élégies, serait évidemment se moquer de ce qui mérite le respect. Ce serait, si j'ose le dire, une idée basse. Le bourgeois n'est pas un imbécile ni un voyou. On sait que les vrais poètes, ceux qui ne sont que ça, imbéciles ou voyous, et qui le sont à toutes les heures, doivent être qualifiés ainsi. Lui est poète en la manière qui convient à un homme sérieux, c'est-à-dire quand il lui plaît, comme il lui plaît, sans y tenir le moins du monde. Il n'a même pas besoin d'y toucher. Il y a des domestiques pour ça. Inutile de lire, ni d'avoir lu, ni seulement d'être informé de quoi que ce soit. Il suffit à cet homme de s'exhaler. L'immensité de son âme fait craquer l'azur. Mais il y a des heures pour ça. Des heures qui sont les siennes, celles de sa digestion, entre autres. Quand sonne l'heure des affaires, qui est l'heure grave, les couillonnades sont immédiatement conjuguées. Bon, voilà la manière dont il analyse. Bon. Ou alors, un autre truc, bon, pour en lire plusieurs, je n'avais pas besoin de ça. Quelqu'un dit, il a une tuile qui lui arrive dans la vie, donc je n'avais pas besoin de ça. Alors vous allez voir justement comment se coïncide une critique littéraire, sociale, et en même temps religieuse. Parce que là-dedans, c'est peut-être la providence, là-bas. Je n'avais pas besoin de ça. Ainsi parle le bourgeois lorsqu'un accident imprévu l'accable ou simplement le déconcerte. C'est une manière de prendre position vis-à-vis de Dieu et d'interpeller la providence avec supériorité. Il y avait un peu d'adolescents qui ont été impressionnés entre 16 et 18 ans, quelquefois jusqu'à l'éblouissement par l'espèce de connaissance infuse que le bourgeois paraît avoir de ce qui lui convient et de ce qu'il lui faut. On ne connaît pas d'animaux, même parmi les solipèdes, qui soient servis par un instinct aussi sûr. Mais où se manifeste prodigieusement son flair, c'est lorsqu'il s'agit des choses dont il n'a pas besoin, et qui, par conséquent, lui pourraient être fâcheuses. Voici un exemple remarquable. Il y a 20 ou 25 ans, j'étais à 10h du soir dans un café aux environs de l'ancienne gare Saint-Lazare, en compagnie de deux camarades sympathiques, dont l'un est aujourd'hui à l'académie, et l'autre au bagne. On avait, si j'ai bonne mémoire, passablement bu. On pensait déjà au moyen de s'achever dans quelque autre établissement.
Lorsque la porte s'étant ouverte avec fracas, nous vîmes entrer, furieux et mugissant, le marbrier national du Petit Montrouge, le célèbre Joséphin Dodécaton, l'inventeur des tombeaux inusables. Bon, personne ne sait qui est Joséphin Dodécaton, mais à l'époque c'était un entrepreneur célèbre dans les pompes funèbres, etc. Ce grand homme avait perdu tout empire sur lui-même et nous parut, pour tout dire, au dernier degré de la rage. Je n'avais pas besoin de ça, disait-il sans cesse en grognant comme un pachyderme. Je n'avais vraiment pas besoin de ça. Ces choses-là n'arrivent qu'à moi, c'est à croire qu'il n'y a pas de bon Dieu, etc. Il se fit pourtant servir un verre de bière et finit par s'expliquer. Il avait raté le train de 9h55 et se voyait forcé de renoncer à une affaire. Déjà suffisamment ému avant l'arrivée de ce malchanceux, nous le laissâmes gémir. À peine dans la rue, une clameur étrangement lugubre et affolée nous apprit l'effroyable catastrophe du rapide, si fâcheusement raté par Dodécaton. Ce train venait d'être broyé à 1500 mètres de la gare et la plupart des voyageurs étaient écrasés ou mutilés. À la stupeur des gens de la rue qui nous crurent frappés de folie, nous éclatâmes de rire en songeant à notre entrepreneur de sépulture qui continuait sans doute ses lamentations dans le café, et celui de nous qui n'est pas même devenu académicien fit observer une fois de plus, vous voyez déjà le style, le mépris, il n'est même pas devenu académicien, c'est celui qui fait pas, une fois de plus le discernement infaillible de ceux qui n'ont pas besoin de ça. Si celui-là avait écopé et qu'il pût parler encore, dit-il en matière de conclusion, sa plainte serait identique absolument. Les bourgeois ont toujours raison. Bon, voilà quelques exemples de son style critique. Et donc, vous voyez comment il cherche le point où se conjugue une critique sociale, une critique esthétique et une critique de type mystique ou de type théologique. Ça, c'est un premier point donc, dans l'œuvre de Léon Bloy. Alors, naturellement, la critique lui a fait beaucoup d'ennemis. Le deuxième point, c'est que ce qu'il fait sur la critique de son temps, et ce point de vue, alors qu'il appelle l'absolu, donc ce point de vue de retrait de l'absolu, ben, il va avoir le même point de vue dans toute une autre partie de son œuvre, qui est l'histoire. Léon Bloy est passionné par l'histoire, la mystique, mais l'histoire, quand on dit l'histoire, il va être inspiré par l'histoire, il va vous laisser plusieurs livres sur l'histoire. Mais attention, ce n'est évidemment pas un historien, ce qu'il cherche dans l'histoire, c'est pas l'histoire vraiment, c'est la méta-histoire. Qu'est-ce que c'est sous le temps, essayer de saisir le sens d'une époque, ou la signification symbolique d'une époque. Et donc, ce qu'il cherche là aussi, c'est, de ce point de vue critique sur l'histoire, c'est en réalité le contenu surnaturel de l'histoire, le contenu prophétique ou mystique de l'histoire, et finalement comment les temps avancent vers une eschatologie. Vous retrouverez ça dans un certain nombre de ses essais historiques. Le premier, c'est La Chevalière de la Mort, c'est une méditation sur Marie-Antoinette. Le second, Le Révélateur du Globe, un beau titre, La Chevalière de la Mort. Le second, Le Révélateur du Globe. Qui est le Révélateur du Globe en 1884? C'est Christophe Colomb. Et donc il y a toute une méditation sur le nom même de Christophe Colomb. Christophe, c'est-à-dire et Colomb, la colombe portant le Christ, Christophore qui porte le Christ. Et comment il a révélé au globe, oui, qu'on était globe. On n'était pas une terre plate, mais on était globe. Un troisième essai très important, Le Salut par les Juifs, qu'il publie en 1892, contre, au moment, pour s'opposer à la France juive, le pamphlet antisémite d'Édouard Drummond. On est juste avant que commence à faire Dreyfus, on est dans une grande vague d'antisémitisme qui commence. Il en fera également en 1900 Le Fils de Louis XVI, alors un bouquin un peu curieux parce que c'était un bouquin non-dorfiste, pour ceux qui connaissent un peu. Louis XVI a eu un fils, Louis XVII, qui est mort en 1797 à la conciergerie. Mais tout au long du XIXe siècle, il y a eu des faux Louis XVII. Et notamment un qui s'appelait Nondorf, qui est un aventurier, on peut dire, qui se présentait comme Louis XVII qui aurait survécu. Et donc il y a eu des Nondorfistes. Et Léon Bloy a traîné dans tout ce genre de milieu-là, Nondorfistes, etc. Donc le livre en soi, pour Nondorf, n'a aucun intérêt. Mais par contre, c'est une méditation sur le XIXe siècle, sur la Révolution qu'il y a à travers tout ça. Ou en 1912, L'âme de Napoléon, qui est là aussi une méditation sur Napoléon. Alors je vous en lis un extrait de L'âme de Napoléon, ça vous dit un peu de quelle manière Léon Bloy s'intéresse à l'histoire. En réalité, tout homme, c'est-à-dire il s'intéresse à l'histoire comme une sorte de trame symbolique. Et il s'agit de chercher les secrets de Dieu à travers l'écriture même de l'histoire, comment l'histoire se fait. En réalité, tout homme est symbolique. Et c'est dans la mesure de son symbole qu'il est un vivant. Il est vrai que cette mesure est inconnue, aussi inconnue et inconnaissable que le tissu des combinaisons infinies de solidarité universelle. Celui qui saurait exactement, par un prodige d'infusion, ce que pèse un individu quelconque,
celui-là aurait sous les yeux, comme une planisphère, tout l'ordre divin. L'histoire est comme un immense texte liturgique, où les iotas, c'est-à-dire les points sur les i, et les points valent autant que des versets ou des chapitres entiers. Mais l'importance des uns et des autres est indéterminable et profondément cachée. Qu'était-il donc devenu faire dans cette France du XVIIIe siècle, après Napoléon, qui ne le prévoyait certes pas et qui l'attendait moins encore? Rien d'autre que ceci, un geste de Dieu par les francs, pour que les hommes de toute la terre n'oubliassent pas qu'il y a vraiment un Dieu, qui doit venir comme un larron, à l'heure où l'on ne sait pas, en compagnie d'un étonnement définitif qui procurera l'exhalation de l'univers. Convenez sans doute que ce geste fut accompli par un homme qui croyait à peine en Dieu, ne connaissait pas ses commandements. N'ayant pas l'investiture d'un patriarche ni d'un prophète, il importa qu'il fût inconscient de sa mission, autant qu'une tempête, un tremblement de terre, au point de pouvoir être assimilé par ses ennemis à un antéchrist ou à un démon. Il fallait surtout et avant tout que par lui fût consommée la Révolution française, l'irréparable ruine de l'ancien monde. Évidemment, Dieu n'en voulait plus de cet ancien monde, il voulait des choses nouvelles, il fallait un Napoléon pour les instaurer. Exode qui coûta la vie à des millions d'hommes. Donc voilà le sens à laquelle il s'intéresse à Napoléon, à l'âme de Napoléon, c'est-à-dire pour lui, c'est un fléau, mais de Dieu. Un fléau de Dieu, pour, on pourrait dire, radicaliser, universaliser, enfin, à l'échelle de l'Europe, la Révolution française, et faire que tout retour de type restauration en arrière serait désormais complètement impossible. Alors, il y a une méditation, Napoléon qui est quand même un phénomène étonnant. Il y a d'autres phénomènes étonnants dans l'histoire, dans notre histoire. Jeanne d'Arc, Napoléon c'en est un. Léon Bloy, évidemment, pour aussi un livre sur Jeanne d'Arc et sur la mission de Jeanne d'Arc. Mais Napoléon c'en est un. Une destinée qu'on peut lire de manière symbolique. Entre le poids des îles dans sa vie, de la Corse, de l'Hélène, jusqu'à mourir à Sainte-Hélène. Bon, il y a toute une série de choses poétiques et symboliques à dire sur Napoléon. Et donc, voilà la manière dont Léon Bloy s'intéresse à l'histoire, et dont Léon Bloy également lit et cherche à déchiffrer l'histoire même du temps présent. L'histoire même du temps présent. Il y a l'histoire du passé, dont il va méditer sur quelques-unes des grandes figures. Il avait eu longtemps l'ambition d'écrire une véritable histoire universelle. Enfin, c'est compliqué de trouver, comme il le dit lui-même, c'est indéchiffrable. Et donc, il n'a fait que quelques épisodes de cette histoire universelle. Il s'est beaucoup intéressé au monde byzantin, par exemple, il a fait un bouquin sur l'exégèse byzantine. Mais chercher donc une sorte d'exégèse symbolique de l'histoire, une clé de lecture symbolique de l'histoire, qui déboucherait naturellement sur une eschatologie ou une prophétie. Alors, c'est également donc ainsi qu'il lit son époque contemporaine, les événements, les faits divers même de son époque contemporaine. Et donc, par exemple, en 1897, il y a un épisode anecdotique célèbre qui est l'incendie du bazar de la Charité. Le bazar de la Charité, c'était donc un lieu de bienfaisance de la bourgeoisie, de l'aristocratie. Il y a un incendie qui se déclare et plusieurs princesses européennes vont y mourir dans les flammes. Elles sont écrabouillées d'ailleurs par les hommes aristocrates qui veulent sortir les premiers. Ça n'a pas été très propre, l'incendie du bazar de la Charité. Et donc, Léon Bloy, d'abord, il voit un fléau de Dieu. Parce qu'il était scandalisé qu'on puisse accoler les deux mots, bazar et charité. Et donc, voilà la punition. Il dit, comment est-ce qu'a commencé l'incendie? C'est quand le nonce, puisqu'il y avait le nonce, l'envoyé du pape, qui a donné sa bénédiction. Ça a été l'étincelle qui fait partir le feu. Donc l'agitation au sujet de l'incendie continue. Songez donc des personnes si riches, en toilette de gala, qui avaient leur voiture à la porte, leur voiture éternellement inutile. Tout ça pour l'amour des pauvres. Oui, tout ça. Quand on est riche, c'est qu'on aime les pauvres. Les belles toilettes sont la récompense de l'amour qu'on a pour la pauvreté. Et voilà qui condamne l'évangile. Le nonce du pape était venu bénir la truquifile, parce qu'il y avait des boutiques dans le bazar de la Charité, donc il y en avait une qui s'appelait la truquifile. Naturellement, c'est celle-là que garde Léon Bloy. Alors, le problème, c'est que les lecteurs qui ont lu ça ont compris qu'il décrivait les princesses qu'on cramait dans les flammes sous l'angle de la truquifile. Bon. Il parlait aussi, pour les plus paroissiennes de Paris, des chiennes. La parole la plus bourgeoise de Paris, c'était des Invalides, c'est Sainte-Clotilde. Donc, pour parler des paroissiennes, il parlait des chiennes de Sainte-Clotilde. Évidemment, après, c'était difficile pour lui d'aller écrire la presse catholique. Donc, le nonce du pape était venu bénir la truquifile un instant avant le feu. Il était à peine sorti que ça commençait. Ud extremum ludus ante eluam. Vous me demandez quelques mots sur la récente catastrophe. J'y consens d'autant plus volontiers que je souffre de ne pouvoir crier ce que je pense.
J'espère, mon cher André, ne pas vous scandaliser en vous disant que la lecture des premières nouvelles de cet événement épouvantable, j'ai eu la sensation nette et délicieuse d'un poids immense dont on aurait délivré mon cœur. Le petit nombre de victimes, il est vrai, limitait ma joie. Enfin, me disais-je, tout de même, enfin, voilà donc un commencement de justice. Ce mot de bazar accolé à celui de charité, le nom terrible et brûlant de Dieu, réduit à la condition de génitif de cet immonde vocable. Charité, le nom de Dieu, est réduit au génitif de bazar. Dans ce bazar, donc, des enseignes empruntées à des caboulots, à des bordels, à la truquifile, des prêtres, des religieuses circulant dans ce pince-cul aristocratique, et y traînant de pauvres êtres innocents, et le nonce du pape venant de venir tout ça. Ah, mon ami, quelle brochure à écrire, l'incendiaire du bazar de la charité. Tandis que tant que le nonce du pape n'avait pas donné sa bénédiction aux belles toilettes, les délicates et voluptueuses carcasses que couvraient ces belles toilettes ne pouvaient pas prendre la forme noire et horrible de leurs âmes. Jusqu'à ce moment, il n'y avait aucun danger. Mais la bénédiction indisciplement sacrilège de celui qui représentait le vicaire de Jésus-Christ, par conséquent Jésus-Christ lui-même, a été où elle va toujours, c'est-à-dire au feu, qui est l'habitacle rugissant et vagabond de l'Esprit Saint. Alors immédiatement le feu a été déchaîné et tout est rentré dans l'ordre, bon, etc. Ça continue comme ça. Alors bon, ça n'a pas été publié, mais il a publié à peu près équivalent dans la presse, hein, naturellement, scandale, parce que les personnes dont il décrit l'âme noire, là, bon, c'était vraiment réduite à du noir, mais c'était des princesses, c'était la fille de la sœur de l'impératrice Sissi, etc. Bon, tout le grand armorial de Paris et tout le faubourg Saint-Germain aristocratique de Seine a été touché. Donc vous voyez, c'est pas la mesure de l'emploi, hein, c'est la démesure, même si c'est toujours le signe de l'absolu. Et dans une attente donc eschatologique qui est du retour de Dieu, du jugement de Dieu sur cette société criminelle, et qui va se porter avec une parenté mystique, avec un message particulier. Vous savez que le 19e siècle est un siècle d'apparition mariale. Alors il y en a une série, ça commence en 1830 à Paris, justement pas très loin du bazar de la Charité, rue du Bac, religieuse. Et puis il y a d'autres apparitions, la plus connue c'est celle de Lourdes, la plus populaire, on va dire, c'est celle de Lourdes en 1858. Il y en a au moment de la guerre de 1870, en 1871, à Pontmain, etc. Mais une des plus méconnues des apparitions du 19e siècle, c'est donc les apparitions de la Salette dans les Alpes. Pourquoi c'est méconnu? Parce que c'est un coin pourri, les Alpes, même le tourisme n'a pas réussi à s'installer, et un coin vraiment tragique, des Alpes, et c'est inaccessible par l'hiver, hein, à l'époque en tout cas, c'est inaccessible par le train, Lourdes, ce qui a fait le succès de Lourdes, qu'on a pu y amener des milliers et des milliers de gens par le train, hein, et ça a profité du chemin de fer. Bon, et donc la Vierge qui apparaît là, vous y mettez tous les bémols que vous voulez, hein, moi j'y étais pas évidemment, hein, mais la Vierge qui apparaît là en 1846 à deux bergers, un petit garçon et une petite fille, là, Mélanie et Maximin, a un message catastrophiste. C'est pas le cas de tous les messages qui sont pareils à Lourdes, mais un message catastrophiste de jugement très sévère sur cette époque-là. Un message également catastrophiste sur l'Église de son époque, hein, le clergé de son époque, en décrivant donc l'Église de son époque comme une cloaque d'impureté, etc., ce qu'elle ne fait pas du tout à Lourdes. Et donc, ce qui fait que la Salette va être l'apparition, on va dire, des intellectuels. Les intellectuels étant souvent, d'abord parce qu'il y a un côté élitiste dans la Salette. Contrairement à Lourdes, qui est l'apparition de tout le monde, la Salette c'est élitiste, il faut y aller, il faut payer. Bon. Et puis deuxièmement, la Vierge est anticléricale, hein, elle dit du mal du clergé, ce qui plaît beaucoup en général aux intellectuels. Et donc la Salette va bien marcher sur les intellectuels, et Léon Blois va être un des premiers saisis par le message de la Salette. Et alors ce message va être prolongé, pas par Maximin, qui devient ivrogne et qui meurt assez rapidement, mais par Mélanie, qui elle, par contre, ne va mourir qu'en 1904, et qui a une vie de mystique contrariée. C'est-à-dire qu'avec son message-là, dans l'église, on l'a pas trop bien reçu. Hein. Quand vous allez encore aujourd'hui à la Salette, il n'y a rien qui rappelle pratiquement Mélanie. Elle est passée de couvent en couvent, elle a eu toute sa vie une vie gyrovague, on peut dire, en tombant dans des milieux de plus en plus farfelus, en fait des gens qui... obsédés, un peu nostradamiques, obsédés par la fin du monde, et des choses comme ça, mais en gardant malgré tout une vraie qualité mystique. Hein. Donc elle a toute une série de messages, d'enseignements qu'elle a continué toute sa vie, comme mystique contrarié, dont Léon Blois va devenir non seulement un dévot de la Salette, mais un dévot de Mélanie. Et alors qu'il va accuser naturellement l'Église de vouloir étouffer la voyante, le message
de la voyante, et il va se faire donc le chevalier de Mélanie. Le chevalier de Mélanie, il est allé à la Salette dès 1879. C'est là, au moment donc, où il était avec Anne-Marie Roulet, la prostituée, où ça allait très mal entre eux, enfin pas très mal entre eux, très mal pour eux. C'est là qu'il avait rencontré un curé qui joue un rôle important dans sa vie, l'abbé Tardif de Moidré, qui meurt juste après, mais qui a le temps de l'enseigner l'exégèse spirituelle, justement. Comment, quand on lit les évangiles, l'Ancien ou le Nouveau Testament, on peut donner le sens historique immédiat à tout ce qui est lu, mais on peut y voir aussi des symboles et il y a toute une portée symbolique. Et donc c'est par l'abbé Tardif de Moidré, enterré d'ailleurs à la Salette, que Léon Bloy a découvert l'exégèse spirituelle. Et puis, donc, plus sa vie va évoluer, plus il va devenir, on pourrait dire, le chevalier de Mélanie, le chevalier de la Salette. Vous en avez 3 livres qui en sont restés. Le symbolisme de l'apparition, celle qui pleure, parce que la Vierge de la Salette était en larmes, celle qui avait vu les petits-enfants, là, était en larmes et pleurant sur les catastrophes à venir. Et puis donc la ville Mélanie, donc les livres de 1908-1912. Et donc, la Salette est capitale pour comprendre l'absolu de Léon Bloy et son point de vue d'attente, c'est-à-dire Léon Bloy est d'abord quelqu'un qui va creuser l'attente. Ce monde est tellement criminel qu'il ne peut pas durer éternellement. Et donc il faut attendre, mais une imminence, il vit dans l'imminence d'attendre la catastrophe finale, on pourrait dire, qui va voir le retour du Christ. Alors, il pensera l'avoir encore en 14-18, par exemple, dans la guerre, la catastrophe annoncée. Et toute la vie de Léon Bloy va être sous le signe de l'attente de ce qu'il appelait quelqu'un. J'attends quelqu'un, avec une majuscule à quelqu'un. Alors par exemple, un texte de 1917, qui publie donc juste avant de mourir, en Méditation dans le solitaire, après 2 ans de massacres, d'atrocités, je cherche un homme assez inspiré pour me dire exactement ce qui se passe, pour donner un nom plausible à ce conflit de tous les peuples, à ce déchaînement inouï des captifs de tous les abîmes. On est tellement stupide que nul n'a rien à dire. La guerre avait déjà fait 9 millions de soldats morts. J'ai souvent parlé de quelqu'un qui doit venir sans être attendu, de l'étranger, une majuscule, parmi tous les étrangers imaginables. Jamais un homme n'aura été si inconnu, si imprévu, si soudain. Il sera l'étonnement même. Est-ce possible vraiment que je sois le seul à l'attendre et à l'espérer? Je ne fais pas autre chose depuis 40 ans, et tout ce que j'ai paru faire était une manière de me ronger le cœur en attendant et en espérant. Il y a pour le diable des époques fastes, d'inexplicables moments où une licence extraordinaire est accordée aux puissances de son enfer. Il est bien évident que tel est le cas en Europe depuis 2 ans, et que cela peut durer longtemps encore. Mais le bouleversement actuel est trop grave, trop universel pour n'avoir pas été annoncé par quelques tourbillons préliminaires. Quelqu'un se souvient-il encore de l'affaire Dreyfus, chose de néant, qui devint aussitôt mondiale il y a 20 ans, qu'il est difficile aujourd'hui de retrouver sous la poussière? Encore une fois, je suis seul. Il me semble du moins que je suis tout seul. Nul ne paraît voir ce que je vois, ni penser ce que je pense. Arrivé d'un continent inconnu, après des fatigues extraordinaires, pour être spectateur des plus immenses de tous les drames, je m'étonne de n'avoir pas un voisin, de ne pas pouvoir communiquer à personne mes impressions. Il est évident pour moi que Dieu se prépare à renouveler toutes choses, et que l'accomplissement est proche de cette prophétie apocalyptique. Quand la France aura été purifiée par les fléaux de la justice divine, écrivait Mélanie en 1892, lorsqu'elle sera presque anéantie, quasi morte, alors Dieu nous donnera quelqu'un. C'est celui-là, non pas un autre que j'attends depuis 40 ans dans ma solitude. Alors là, il reste encore un nationaliste français, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dans l'histoire de France, on dit, l'homme providentiel d'une histoire de France. Mais il y a d'autres passages, d'autres textes où c'est l'homme providentiel de l'histoire. Donc ce quelqu'un ne peut être que le retour du Christ attendu. Et le message de Mélanie, il y avait même un secret de Mélanie que la Vierge aurait confié à Mélanie, mais dont Léon Bloy va se faire le propagateur, on pourrait dire, était, attention, c'est pas du tout une attente quiétiste, une attente dans la paralysie, l'angoisse, en disant, mon Dieu, il n'y a plus qu'à ouvrir le gaz. Hein, c'est plutôt une attente doublée d'un autre thème mystique, mais de la mystique un peu particulière, de la mystique des marges, qui est, il faut on entre dans les derniers temps, et il y a besoin des apôtres des derniers temps. Donc ça va vous paraître un peu farfelu, un peu salé, hein, un peu nostradamique, tout ça est salé, mais en même temps, il faut bien voir qu'il y a une efficience de tout ça, parce que ça va servir comme mythe mobilisateur. Alors là, je vous oublie un extrait, non pas de Léon Bloy, mais du
du message justement de Mélanie, du secret de Mélanie, mais que Léon Bloy a bien sûr reçu, ainsi que tous les amis de Léon Bloy. Donc c'est la Vierge qui supposée parler à la bergère. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps. Le thème apôtres des derniers temps. Les fidèles disciples de Jésus-Christ qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté, dans l'humilité, dans le mépris, dans le silence, dans l'oraison, dans la mortification, dans la chasteté, dans l'union avec Dieu, dans la souffrance inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et qu'ils viennent éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et pour l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous petits nombres qui voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. Donc ce thème des apôtres des derniers temps, vous avez des équivalences mystiques ailleurs, dans le judaïsme par exemple, c'est le thème des justes. Comme quoi chaque génération est sauvée, parce qu'on y trouve 10 justes. Si un juste bien a manqué, le monde s'écroule. Et donc là, vous avez l'équivalence ici, on pourrait dire chrétienne, dans ce thème des apôtres des derniers temps. Alors Léon Bloy, et puis ce qui va ensuite, à la fin de sa vie, devenir leur parrain, leur guide spirituel, vont se penser en mythe mobilisateur, ça va être d'être les apôtres des derniers temps. Alors ce qui est important de comprendre, pour moi qui suis historien, bon, tout ça peut vous paraître vraiment bizarre, farfelu, et on a envie de lui faire rejoindre Anne-Marie à Sainte-Anne, de sa même manière. Mais j'ai fait, dans un des colloques de l'automne, j'ai pu faire une communication sur l'influence de Léon Bloy dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est les lectures de Léon Bloy de la Seconde Guerre mondiale, et on voit toute une série de gens qui, évidemment, à l'heure où Léon Bloy écrivait, c'est la belle époque. Et donc, la misère qu'il voit, l'angoisse qui est la sienne en 1910, en 1911, en 1912, 1913, on dit qu'est-ce que c'est que c'est farfelu. Par contre, ce qu'il a écrit va coller parfaitement avec 4 ans d'une guerre interminable et l'expérience des tranchées, et puis après sa mort aussi, dans la postérité de la Seconde Guerre mondiale, à l'heure de Auschwitz et de Hiroshima, le côté jugement, et fin du monde, etc., à ce moment-là, Léon Bloy apparaît comme un prophète. Et donc, sur le son vivant, il était la plupart du temps méconnu, mais dans la Première puis dans la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir à ce moment-là tout un écho de Léon Bloy et de Mélanie et de la Salette qui va montrer son caractère, insister sur son caractère un peu prophétique de son œuvre, et préparant ceux qui ont eu à vivre la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, préparant les combats, etc. Il y a un livre qui vient de paraître au Presse universitaire de Grenoble sur Antoine Mauduit. Antoine Mauduit, qui est un des premiers résistants mort en déportation, et qui avait créé donc un dévot de Léon Bloy, un disciple de la Salette, et il crée un mouvement de résistance qui s'appelle La Chaîne, parce qu'il avait été d'abord fait prisonnier, puis s'était évadé. La Chaîne, dans un château des Alpes, pas très loin de la Salette et de Gap. Et donc cet Antoine Mauduit développe une spiritualité résistante bloyenne et salétiste. Alors, on n'est pas loin de la grande histoire. C'est par Antoine Mauduit que quelqu'un comme François Mitterrand est devenu résistant. Mitterrand était à Vichy, je crois, en novembre 1942, et puis il a glissé à la résistance, introduit par Antoine Mauduit. Et donc, il a été un des premiers fondateurs de Maquis, cet Antoine Mauduit, etc. De même à Londres, en fait, des bloyens dans la guerre, il y en a un peu partout, et à des postes souvent stratégiques, etc. Et donc, il y a si je fais un truc sur la spiritualité de la résistance, la part de Bloy et de la Salette va être curieusement assez épaisse, même si on était 20 ans ou 22 ans plus tard. Troisième et dernier point sur lequel je voudrais insister, il y a enfin le Bloy père spirituel, on va dire, qui est le plus accessible finalement. Et donc c'est le Bloy d'abord, toute son expérience, la bohème, la misère, etc., vous allez la trouver d'abord transfigurée dans deux grands romans, mais qui c'est pas vraiment des romans, c'est quasiment de l'autobiographie. Et donc notamment Le Désespéré en 1886, suivi de La femme pauvre en 1897. Donc La femme pauvre, qui est, alors, pour les bloyens, c'est le roman magnifique par excellence. C'est là que vous trouverez un certain nombre de maximes de Léon Bloy
Par exemple, ça se finit comme ça, il n'y a qu'une tristesse, lui a-t-elle dit, la dernière fois, c'est de n'être pas des saints. Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. Ou alors, donc, la Véronique là, est une misérable qui a eu une vie de catastrophe, un peu comme celle de Anne-Marie. Et à la fin, donc, elle devient mendiante. Je suis parfaitement heureuse, répondit-elle. On n'entre pas dans le paradis demain, ni après-demain, ni dans 10 ans, mais on y entre aujourd'hui quand on est pauvre et crucifié. Alors là, vous voyez qu'on est au cœur même, cette fois-ci, de la mystique elle-même, hein, la mystique chrétienne en tout cas. C'est-à-dire que le sauveur dans notre histoire, c'est pas le surhomme, hein, c'est pas Superman. Le sauveur, c'est le crucifié, et tout acte d'imitation, de ressemblance avec le crucifié, fait participer à l'œuvre du salut. Donc, c'est ce que confesse Anne-Marie dans son expérience. Alors après, Léon Bloch ne fera pas d'autres romans, à part Le Désespéré et La femme pauvre, mais ce qu'il va en tenir compte, c'est son journal, puisqu'il a commencé à écrire en 1892 son journal, puis régulièrement ensuite, il va donc publier les différents tomes de son journal, qui ont des titres parfois rigolos, Le Monde rien grave, 4 ans de captivité à Cauchon-sur-Marne, c'était pour la période où il avait vécu à Lagny, alors les habitants de Lagny n'ont pas trop aimé évidemment le titre de ce volume de mémoire, Le Vieux de la montagne, et puis ceux de la guerre aussi, les tomes de son roman de la guerre, les tomes de son journal de la guerre, Jeanne d'Arc et l'Allemagne, Au seuil de l'Apocalypse, Méditation d'un solitaire dans les ténèbres. Et c'est naturellement ici, aussi bien ces deux romans que les tomes de son journal, on le suit, on peut dire, c'est très différent par rapport à un journal d'écrivain, par exemple le journal des frères Goncourt, etc. Là, on a un journal spirituel. Et donc, c'est, si vous voulez, les lecteurs du journal de Léon Bloch rentrent dans l'intérieur d'une expérience spirituelle qu'ils peuvent suivre jour par jour, sans forcément avoir la même, hein, évidemment, ni que tout soit très recommandable dans l'expérience spirituelle de Léon Bloch. Mais en tout cas, et c'est pour ça que toute cette œuvre-là va avoir un véritable pouvoir de conversion. Les jeunes gens qui, un peu révoltés, qui ne savent pas ce qu'est la vie chrétienne, qui ne savent pas ce que c'est que la foi, etc. Et pour qui ça reste un truc d'intelligence, un concept, conceptuel, etc. Ben, ils découvrent par la lecture des romans et puis par la lecture du journal de Léon Bloch la foi telle qu'elle, la foi au sens immédiat, non pas conceptualisée, non pas intellectualisée, mais la foi dans le mode de vie, traduite dans un mode de vie quotidien. Et donc pour beaucoup, la lecture de tout ça va être une expérience spirituelle, ce qui fait qu'à la fin de sa vie, après 1900, Léon Bloch commence à attirer beaucoup de jeunes gens, il a encore 17 ans à vivre, et il va attirer beaucoup de jeunes gens, attirés par tel ou tel côté de son œuvre, et qui vont se convertir, qui sont très touchés également par un certain nombre des intuitions qu'il a développées, donc celle sur le judaïsme dans le salut par les juifs. Il a fait un autre très grand livre sur la pauvreté qui s'appelle Le sang du pauvre. On pourra en lire des extraits celui après. Le sang du pauvre, c'est l'argent, hein, l'argent comme le sang du pauvre. Et donc ceux qui sont attirés soit par le sang du pauvre, soit par la femme pauvre, soit par le salut par les juifs, etc., qui lisent ensuite son journal, qui le découvrent ainsi, comme ça, de l'intérieur. Et donc Léon Bloch va avoir un très grand pouvoir de conversion. Lui qui était pourtant seul caractère intraitable, va commencer à devenir, dans les dernières années de sa vie, un père spirituel de jeunes gens qui se convertissent et puis qui l'entourent. Et ça prend la forme, donc qui viennent de tous les horizons, il n'y a pas que des Français, il y a des Juifs, il y en a qui viennent de l'athéisme, etc. Et ça prend la forme du parrainage, c'est-à-dire que dans la famille spirituelle de Léon Bloch, l'important c'est le parrain qui nous guide, qui nous introduit dans une église, et c'est compliqué. L'église c'est aussi une sociologie, il y a toute une ombre portée sociologique, et quand on n'est pas né dedans, c'est pas facile de se taper les paroisses, les chants, les cris, les hurlements et les manières de faire. Hein. Et donc Léon Bloch va être une sorte de guide, on pourrait dire, dans une introduction à la spiritualité et à la mystique. Et donc on a toute une série de jeunes gens, je n'ai pas le temps de développer parce que je vois que j'ai déjà beaucoup parlé, Léon Bloch va avoir un dernier aspect de son influence, ce qui a été un très grand épistolier, avec une correspondance magnifique de Léon Bloch, avec tous les gens qui rentrent en relation avec lui. Par exemple, une des premières lettres qu'il envoie, donc le jeune, c'est comme ça, quand je suis rentré dans Léon Bloch, le jeune Jacques Maritain et sa épouse Raissa, qui veulent se suicider en 1905, mais ils se sont donné un petit moment pour réfléchir, et ils viennent de Raissa est juive, elle a été chassée des policiers par les pogroms. Maritain, lui, il est anticlérical, et il a été révolutionnaire, et il vient du
marxisme, même du socialisme révolutionnaire. Et puis, ils sont aussi, bon, pour toute une série de raisons, ils sont en crise en 1904-1905 et de suite de se suicider. Et c'est dans ce moment qu'ils se sont donnés qu'ils vont découvrir 2 livres de Blois, Le salut par les Juifs et La femme pauvre, qui va les convertir, etc. Donc, immédiatement, il y a visite, relation, correspondance, avec de très belles lettres d'Arbus, une très belle écriture. Hein, donc voilà, je ne sais pas la première, mais c'est une des premières lettres, je vais faire passer si tu veux, une des premières lettres de Blois à ses... Alors, ce n'est pas les seuls, hein, il y a donc tout un milieu, un cénacle. Évidemment, ce n'est pas des centaines de personnes, hein, mais il y a tout un cénacle de Léon Blois qui vont ensuite assumer sa postérité. Des gens qui vont recevoir le baptême, introduit dans l'Église par lui, et qui vont ensuite porter ses intuitions et assumer sa postérité. Parce que lorsque Léon Blois meurt en 1917, on pourrait dire que son sort immédiat aurait été l'enfer. Hein, l'enfer, quand je dis l'enfer, je ne parle pas de l'enfer du ciel, hein, mais l'enfer, en tout cas la Bibliothèque nationale, est l'oubli classé parmi les auteurs les plus farfelus, on pourrait dire, et dans l'Église, surtout pas lu, sulfureux. Hein. Il y a d'ailleurs un procès, il a eu des gens qui l'ont dénoncé, on l'a accusé de diverses hérésies, en effet, sur pas mal de points, il peut être hérétique. On l'a accusé, par exemple, d'attendre le règne du Saint-Esprit, hein, de penser que l'histoire, justement, le règne du Fils était un échec, donc il fallait que vienne le Saint-Esprit pour qu'on commence le règne du Saint-Esprit. On l'a accusé de millénarisme. C'est vrai que, bon, si on prend ce que dit Léon Blois, il y a des traces, en effet, d'hérésie autour du Saint-Esprit. On appelle ça le joachimisme, du nom de Joachim de Flore, qui était un moine franciscain hérétique, cistercien hérétique du XIIe siècle. Donc, par certains côtés, Léon Blois a été joachimite, ou il a été donc millénariste, ce qui sont, du point de vue catholique, des erreurs ou des hérésies. Il avait d'autre part fini sa vie en partant en guerre en 1917 contre Benoît XV, parce qu'il n'appréciait pas que Benoît XV cherche à nous faire sortir de la guerre, et donc il avait fait un de ses derniers bouquins, un pamphlet, article, s'appelait Pilate XV. Alors c'était pas un bon moyen pour être ensuite reçu dans l'Église, que la société du pape en l'appelant Pilate XV. Et donc, c'est grâce à ces filleuls qu'il avait pu avoir dans les 15 dernières années de sa vie, que malgré tout, l'œuvre de Léon Blois va devenir une œuvre source, pas celle de Péguy, mais une œuvre source pour la spiritualité du XXe siècle, et que ces intuitions, qui étaient de vraies intuitions, mais mélangées à toute une sorte de gang, fin de siècle, je veux dire, beaucoup de contemporains de Léon Blois, c'est aussi les tables tournantes, c'est aussi les mages, c'est aussi... Et donc il y a toute une gang, fin de siècle, il a fallu purifier, on peut dire, un certain nombre d'intuitions de Léon Blois. Et malgré tout, les disciples qu'il a laissés ont réussi à ça, et ont créé une véritable famille spirituelle qui a fini par marquer l'enseignement même de l'Église catholique. Le revirement de la théologie chrétienne sur les Juifs, par exemple, est parti, une des sources de ça, c'était Le salut par les Juifs, le livre de Léon Blois, publié bien plus tôt. Alors, pour finir, un petit texte que j'avais publié moi-même, de commémoration de Léon Blois, que je vais vous lire. Ça commence par 2 citations. Une du peintre Jean Hugo, arrière-petit-fils de Victor Hugo, et qui s'est converti lui-même, qui est un fils de Jacques Maritain. Léon Blois fut le parrain de mon parrain, Jacques Maritain. Je le tiens pour mon grand-père spirituel. Georges Auric, musicien, tenait de lui, qu'il avait connu à Montmartre, sa dévotion à Notre-Dame de la Salette. À la Saint-Joseph, il m'entraîna au sommet du Mont-Saint-Clair, à la Salette de Sète. Rien ne subsiste aujourd'hui de cette chapelle qui ressemblait à un phare très primitif. C'est pour montrer que Léon Blois a eu des répercussions jusque dans notre région, puisque Jean Hugo était un peintre de Lunel, important, vous avez plusieurs de ses œuvres. Et donc ça vous montre un peu en même temps comment fonctionne cette famille spirituelle. Le parrain de mon parrain, il y a de la transmission qui se fait comme ça. Autre lettre, une d'Albert Béguin, grand critique littéraire, qui dirigera la revue Esprit, qui se convertit en 1940 et qui écrit à Maritain, qui est aux USA en décembre 1941, parce qu'il veut faire justement pendant la guerre, et en Suisse, il fait une anthologie, celle-là, une anthologie de Léon Blois, puis un numéro spécial de Léon Blois, pour servir justement la culture de la résistance. Qu'est-ce qu'il lui dit? Outre que les grandes épreuves prophétisées par Léon Blois devaient venir dans toute leur cruelle réalité nécessaire, je crois qu'il faut considérer que tous les événements de Lourdes, de la Salette, de Lisieux, le grand mouvement intellectuel et poétique de 1910-1940 n'auront un sens complet que quand nous les considérerons par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et qui va encore se passer. Il nous faut voir que tout cela n'est pas à l'intention du temps
où les paroles de délivrance ou d'avertissement ont été dites, mais à l'intention des temps d'affre, d'abîme où nous voici arrivés aujourd'hui. Que serait notre misère si nous n'avions tout près de nous pour nous y référer, pour nous y réconforter ces messages annonciateurs? Ce que l'on avait déjà pu prendre pour l'aube de l'accomplissement n'était sans doute qu'une préparation à l'usage de ceux qui allaient avoir à traverser la nuit. Cette nuit où tout s'épaissit, mais pour une discrimination et pour que le désir de la lumière s'éveille en toutes les âmes. Quelques-unes ont été munies depuis longtemps, mais pour demeurer les témoins souffrants qui finiront par être entendus. Donc ça vous explique pourquoi les lectures de Léon Blois dans la Seconde Guerre mondiale, la préparation à l'usage de ceux qui allaient avoir à traverser la nuit. Alors, après, le texte que moi-même j'ai écrit, il faut entrer chez Blois comme dans une famille, et c'est ainsi que je le tiens pour le chef de mon ordre à moi, qui suis laïque, cherchant dans ses ouvrages le point de départ de ma généalogie spirituelle, la source d'où tout mon XXe siècle a jailli, le charisme dans son état brut, l'intuition décisive, toute plissée encore, sanguinolente, bourrue, intempestive, en plein travail d'enfantement. C'est le fil qui me tient, ma fidélité, mon sang bleu, mon panache, et je ne crains personne. Je suis Michel, issu d'Olivier et de Jacques, puis de Léon, toujours la chaîne. Il y a des choses que je ne peux pas faire après lui, par exemple un rond de jambe ou une bonne affaire, une conversation mondaine, un plouf dans un bénitier, parler pour ne rien dire. Il y a des voix sacrées qui seraient restées condamnées sans la femme porgue, ou le salut par les Juifs, sans sa hache et sa première brèche. Je suis de Blois, je ne suis pas de Bernanos ou de Céline. C'est ainsi que ça marche, les choses de l'esprit. La fructification des affinités électives, ce qu'on appelle les affinités électives, la grâce dans la liberté de ses rebonds et la trame de ses ricochets. Alors là, je précise quelque chose, parce que Léon Blois, c'est un style, évidemment un style pamphlet qui sera beaucoup imité. On a plein, aujourd'hui dans la littérature contemporaine, on a plein de faux Léon Blois, qui croient que de prendre un mot rare pour insulter quelqu'un, c'est faire du Léon Blois. Et c'est assez pénible. L'imitation de Léon Blois, ce n'est légitime quand il y a une vraie expérience spirituelle derrière. Et donc il y en a plein, par exemple, qui confondent Blois avec Céline, avec Bernanos, parce que en fait, alors, attention, Bernanos et Céline ont énormément de style, c'est certain. En fait, Blois est aux antipodes de Céline, qui s'est servi de son style pour massacrer et pour chasser appeler au massacre des Juifs. Bon. Et donc, c'est pas parce que, ici, il faut bien voir que Blois n'est pas uniquement à juger selon le littéraire, c'est le style, l'insulte, le pamphlet, etc. Il faut voir quand même que derrière, il y a quand même autre chose. Il faut exister avec nos morts, expliquer son filleul, Maritain, prier pour que se prolonge la communion des saints. La mission qu'ils avaient ici-bas, je le fais, je confie à Blois les desperados, les âmes perdues et exsangues, les combats aussi où il nous manque, certain que son esprit trouvera un moyen de frapper ces trois coups. Ces livres ont toujours emprunté les chemins les plus inattendus et les moins balisés. J'imagine qu'ils veillent encore de près sur leur trajet. Apprendre cependant à le lire. Il est tout le contraire d'un anarchiste qui est les bourgeois. Il est un chrétien qui est le bourgeois, c'est-à-dire un des noms modernes du vieil ennemi. C'est une citation, ça c'est pas des mots. Et donc c'est pas un anarchiste qui est les bourgeois, c'est un chrétien qui est le bourgeois, avec un B majuscule, la catégorie métaphysique du bourgeoisisme. On va dire, il n'y a pas que des bourgeois qui en sont marqués et atteints. Tout le monde peut être marqué par les mots. Respecter la distance. J'ai gardé pour occuper l'éternité quelques sujets de désaccord avec lui, parce qu'on n'est pas forcé d'être théologiquement toujours d'accord avec lui, et d'être joachimite ou millénariste. Aller à l'essentiel. Le temps a emporté la gangue fin de siècle, et à travers l'amplification dramatique des formes, on retrouvait la même chose dans la peinture de l'époque. Chez Rouault, par exemple, qui était un ami de Léon Blois, quand il peint des juges, quand il peint des prostituées, quand il peint des bourgeois, il y a une amplification dramatique de la forme pour justement en faire une critique. Alors, derrière l'amplification dramatique des formes, le tri s'opère intuitivement entre les versets orifères et ceux qu'on lui pardonne. Parce que parfois il faut pardonner à Léon Blois. Les chiennes de Sainte-Clotilde. Surtout ne pas chercher à imiter. La parodie de Blois, c'est pas simplement une faute de style, c'est un blasphème. Être de Blois, c'est attendre quelqu'un, laisser grandir l'impatience, limiter le sommeil au petit nombre d'heures, pour ne pas trop longtemps abandonner le guet et harceler la Providence, la tutoyer, la rudoyer, la supplier, d'accorder toujours quelques signes nouveaux. Et c'est aussi oser interpréter. Il ne suffit pas sans doute où en est-on de la nuit, de quelle station s'approche le cortège triomphal de la croix. Il ne suffit pas sans doute de lire Léon Blois pour savoir discerner, mais
rachetant toute sa génération symboliste, il a purifié par sa foi son sémiologie, c'est-à-dire l'art de lire les signes, sa sémiologie surnaturaliste. Et quand l'attente s'use, quand l'âme trop contente d'elle-même fait valoir ses droits au repos et à sa stupide quiétude, il faut d'urgence retrouver Léon Bloy pour savoir tout ce que l'on manque et pour réapprendre à attendre. Vox clamavit in deserto. Est-ce que ça a été une voix qui crie dans le désert? Ben non, ça a été beaucoup plus qu'un signe, c'est une preuve tangible que la Providence a donnée d'elle-même. Lorsqu'on regarde le devenir des intuitions de Bloy, leur cheminement posthume, elles ont marqué, elles ont changé un certain nombre de choses capitales. Maritain, d'avoir franchi le seuil de sa maison, toutes les valeurs étaient déplacées, comme par un déclic invisible. On savait qu'il n'y avait plus qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints, tout le reste devenait crépusculaire. Stanislas fumait, quand toute une société qui naguère encore paraissait inébranlable s'écroule sur ses propres péchés. Ce n'est plus à quelques âmes isolées, c'est à l'humanité en déroute que s'adresse la parole de Bloy. Il est mort, mais sa mission ne fait que commencer. Albert Béguin, Bloy est l'homme qui a écrit « On est toujours du bon côté quand on est avec ceux qui souffrent la persécution et l'injustice », qui a dit qu'il n'y a rien de plus incompréhensible au monde que la patience des pauvres, qui s'est avoué en communion d'impatience avec tous les révoltés, tous les déçus, tous les inexaucés, tous les damnés de ce monde. Il est aussi celui qui n'a cessé de répéter que tout est adorable, parce que rien n'est en dehors du plan divin, et qui, dans sa jeunesse, avait compris un jour pour toute sa vie que l'homme a des endroits de son pauvre cœur qui n'existent pas encore, mais où la douleur entre afin qu'il soit. Ce n'est pas d'ailleurs une formule de lui, c'est une formule de Blanc, de Saint-Bonnet. La douleur vient pour nous révéler des endroits du cœur que nous ne connaissions pas. Entrons donc chez Léon Bloy, parce qu'il ne suffit pas d'être en contradiction avec l'esprit du monde, mais il faut l'être aussi pour de bonnes raisons. Merci. Merci beaucoup. Et comme on va rendre la salle vers 18h, je crois, donc je propose de prendre 2-3 questions et puis de se retrouver dans un bar. Est-ce que vous avez des questions? Enfin, pas des questions. Mon père a fait la guerre de 14-18 et il me disait qu'en Alsace, quand ils avaient un peu de tranquillité, c'était pas des tranchées, c'était sur un éperon rocheux. Il y avait 2-3 personnes qui lisaient Bloy, des passages, pour donner envie de prier pour l'issue de la guerre. Et donc il y avait un religieux, il y avait 2-3 personnes qui lisaient, je ne sais pas quel livre, je me souviens pas comment on entend. Mais ce que j'ai retrouvé aussi, j'étais infirmière dans les pays en guerre, donc Rwanda et autres, partie de plaisir, au Liban. Et c'est au Liban que j'ai vu aussi quelqu'un lisant un passage de Bloy au pire moment 78, là, quand on était bombardé, l'est de la ville. Il y avait quelqu'un, mon étonnement, il lisait plusieurs choses. Donc il disait Claudel, et pas le passage à mon avis le plus, je sais pas, enfin, j'aime bien Claudel, mais là je trouve que ça tombait mal. Mais il y avait quelques phrases de Bloy pour dire qu'à la fois, je sais pas, il faut se battre et prier en même temps. Ça tenait sur une arête. Et je me disais, c'est peut-être pas forcément le moment de dire ça, mais si ça prenait des gens quand même, des gens qui parlaient le français, suffisamment, un petit groupe, mais suffisamment. C'est un impact, en étonnement d'ailleurs, enfin, parce que moi je ne le connaissais pas bien, je connaissais j'étais dans le poste jusque-là, donc voilà. Mais je trouve que c'est intéressant de le voir dans des... parce que moi je pense que la foi et le reste, c'est dans les moments les pires. Là. Et comme moi j'ai été dans les moments les pires, on voit comment ça se diffuse, comment ça s'oublie, comme ça désespère, comme ça donne de l'espoir. C'est pour ça que je dis qu'à ce moment-là, quelques phrases lues de gens inattendus dans ce contexte-là peuvent être positives. Je te confirme un peu ce que j'ai. Merci du témoignage. Vas-y. D'accord. Je voulais juste faire une petite remarque. Déjà, merci pour votre conférence. Moi, j'ai le sentiment, à travers votre discours, que vous retranscrivez en fait la dialectique historique du discours entre la raison et l'émotion.
C'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui se sont opposés au dogme religieux, comme il y a des artistes qui se sont opposés au dogme matérialiste. Et à votre écoute, je me faisais cette remarque. Certains se battent pour le vrai et d'autres se battent pour le bon. Sommes-nous condamnés à adopter l'un pour rejeter l'autre? Alors, c'est comme ça que c'est ce que pense le 19e siècle. C'est-à-dire, moi, c'est pas du tout ce que je pense moi, je suis pas du tout contre la science, hein, ouais. Mais c'est ce que pense le 19e siècle à l'époque justement de la vague, ce qu'on appelait le bail matérialiste ou scientiste, etc. Hein, c'est-à-dire que tout est pour la science. Et la science, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tant de poètes, d'écrivains, de philosophes qui se convertissent, c'est parce qu'à ce moment-là, la science est dans une position impérialiste où elle prétend tout remplacer comme type de discours. Elle prétend remplacer l'art, ou contaminer l'art, elle prétend remplacer la philosophie, et la philosophie elle-même est supposée se mettre à son service, on pourrait dire, elle prétend remplacer la religion. C'est-à-dire qu'on est dans une période d'adolescence de la science, attention, c'est pas les débuts de la science, mais par contre, ce que venait de faire la science avec le positivisme, c'était de se penser comme une méthode. Voilà. Et alors, à ce moment-là, l'esprit scientifique prétend remplacer tout le reste. Bon, ça a duré 20, 30 ans, et c'est à ce moment-là, justement, que tous ceux qui se sont opprimés là-dessous, vont tenter, même s'ils avaient été séparés avant, hein, donc les philosophes et les religieux et les théologiens et les poètes, etc., qui jusqu'alors étaient plutôt séparés, mais sous la science, ils ont l'impression de vivre le même ennemi, quoi, la même domination. Alors, disons, là-dessus, comment est-ce qu'on en sortira? On en sortira lorsque la science elle-même va grandir, c'est-à-dire qu'elle va commencer à faire sa propre autocritique, à s'apercevoir que c'est venu des scientifiques eux-mêmes, avant même la guerre de 14, qui commencent à faire une herméneutique, hein, et qui commencent à faire une épistémologie, et l'autocritique de la science permet justement à ce que la science n'envahisse pas tout. Mais il ne s'agit pas d'être contre la science, hein, ni contre la raison. Alors, ça a pris par contre le moment de la domination de la raison scientiste, a pris du coup des formes qui ont été parfois complètement irrationnelles. Donc je disais, si vous voulez, là il y a un livre qui est classique de Philippe Muret, très lu à droite par la critique esthétique de Philippe Muret, qui s'appelle Le 19e siècle à travers les âges. Il montre comment plus le 19e siècle est théoriquement scientiste, etc., plus les mêmes gens font tourner les tables, s'intéressent aux fantômes, sont spirites, entendent des voix, etc. C'est-à-dire qu'il y a une période tellement rationnelle que la protestation prend des formes tout aussi irrationnelles et farfelues. Et donc il y a un envers du 19e siècle. Alors Léon Bloch, il a trempé un peu là-dedans. Les visionnaires, les Nostradamus, les prophéties, les Nondorf, les faussaires, les machins, etc. Lui a réussi à garder un certain équilibre, quoique pas. Enfin, il y a un certain nombre de délires mystiques dans tout ça aussi. Moi, l'impression que j'avais, c'est que comme il y avait une chape de plomb matérialiste, les gens ont cherché refuge dans la spiritualité. Oui. Et comme il y avait une chape de plomb autrefois religieuse, les gens se sont réfugiés dans la raison et dans la connaissance, dans la science. Oui. Quelque part, c'est quand un système de... En lisant vite, on pourrait voir plus en détail historique, mais oui, on peut dire ça. Ce qui est étonnant, c'est que ce qui est étonnant de notre époque, c'est que les délires mystiques du catholicisme, des religions d'ici, font rire beaucoup de gens, les mêmes qui courent après les spiritualités beaucoup plus difficiles à comprendre d'ailleurs, les signes de spiritualité, et là on peut en rire, et là il n'y a pas à en rire, moi. Mais ça leur paraît, c'est sacré. Il y a une translation du sacré. Ici, c'est tous des cons, des abrutis, pourris dans l'église, patati patata. Et ailleurs, c'est magnifiquement bien. Alors, il y a les mêmes, des fois, des délires, des cinglés, et des choses. Disons que quand il y a une évolution spirituelle, elle arrive toujours à des formes pures et puis des formes plus ou moins bâtardistes. Et donc, à la même époque, le même besoin a pu prendre des formes complètement farfelues, complètement irrationnelles. Il y en a plein quand même qui se font appeler mal. Le Sar Péladan, par exemple, c'est un écrivain, Joséphin Péladan, il se fait appeler mage Péladan, il crée des sectes, des sous-sectes, des machins, et il se présente comme un grand initié. Donc, il y a plein de trucs, mais c'est le même besoin, mais ça a pu prendre des formes complètement aberrantes. On
prendre une dernière question, Thierry, je te propose de... Déjà, merci pour la conférence qui nous a permis de découvrir un peu plus cet auteur. Une question qui porte peut-être sur sa grille de lecture un petit peu qui relève de l'intuition. Je crois qu'au début de cette livre sur l'âme de Napoléon, il fait une sorte de dédicace en musique à son fils en disant en 1912, il dit voilà, on est au bord de vivre quelque chose d'extraordinaire, de bouleversant, qui n'a jamais été vécu. Est-ce que tu penses que 100 ans plus tard, quelle serait aujourd'hui son intuition sur le monde qui vient, sur le 3e millénaire? Et est-ce que tu penses qu'il sera encore aussi pessimiste ou Il est pessimiste. ou réaliste? D'abord, je ne suis pas Léon Blois, donc moi je ne vais pas prétendre avoir des intuitions sur le... Je ne peux pas te dire quelles intuitions il pourrait avoir. Ce qui est certain, je veux bien vous dire qu'on est à la veille de quelque chose, mais enfin, si je regarde les 20 dernières années, regardez tout ce qu'on a vécu déjà les dernières années, donc, il y a bien... ce qui serait nouveau, c'est vrai que ça s'arrête. Hein, mais, du point de vue donc évidemment, ça va continuer comme ça va peut-être s'accélérer, etc. Ce qui est certain, qui est une des intuitions de Léon Blois, c'est que l'histoire elle est ambivalente. C'est-à-dire que tout ce que nous allons vivre, nous le vivons à la fois pour le meilleur et pour le pire. Étant donné ce qu'il donne, donc tout ce que vous vivez là, nous l'aurons à la fois, et tout ce qu'on peut redouter ou espérer, nous aurons les deux. Hein. Nous aurons à la fois dans le meilleur et dans le pire. Voilà. Et donc, à nous de choisir qu'est-ce que c'est qu'on fait. Vers où on va faire tomber mais les deux existeront. Par exemple, le transhumanisme, tout ça on le vivra. Tout ça on le vivra, mais pour le meilleur et pour le pire. Et donc voilà, il s'agit de savoir avant, c'est là que le jugement de type moral, philosophique, etc. est indispensable pour savoir avant, non pas pour bloquer l'histoire, ça n'a aucun sens. Mais on ne peut pas la bloquer. Mais par contre, pour savoir dans quel sens on la guide. Juste pour compléter un peu Thierry, pour poser cette question autrement, ma réception de Blois à nos jours, est-ce qu'il y a un personnage à connaître, en particulier un auteur, un intellectuel, qui reprend, on va dire, un peu sa grille de lecture dans la compréhension de ce que l'on traverse aujourd'hui présent. Aujourd'hui. Non, moi j'en connais pas. Il y a plein de faux Blois aujourd'hui. Il y en a un qui pose pour Blois, marqué noir nab, qui est abominable, ne le prenez surtout pas pour un Léon Blois. Non, il y a plein de faux Blois, ça oui, mais un vrai Blois, bon, je ne connais pas quelqu'un qui aujourd'hui soit un prophète au sens moyen du terme. Alors, je pense que si on veut être fidèle à Léon Blois aujourd'hui, il y a deux choses qu'il faut conserver. C'est d'abord un regard sur le mystère de l'histoire. Chez Blois est très lié au mystère d'Israël. Donc, ce qu'il appelle en termes théologiques, là. Mais là, ça supposerait une autre conférence que je devrais vous faire sur le mystère d'Israël. Et donc, il faudrait revenir à Saint-Paul, etc. Mais, donc, Blois, il n'a pas inventé cette grille de lecture. Et il est tributaire de Saint-Paul, qui est le premier grand historien, philosophe chrétien de l'histoire, pas un historien, grand philosophe chrétien de l'histoire. Dans les épîtres de Saint-Paul, vous avez une première pensée stratégique sur l'histoire. Pourquoi l'histoire ne s'arrête pas avec Jésus? C'est Saint-Paul qui cherchait à expliquer. Et pourquoi elle continue et comment elle va se dérouler. Et donc, Blois a retrouvé ce qu'on pourrait appeler le paulinisme. Et donc, il y a plusieurs clés dans cette lecture de l'histoire, trouvée chez Saint-Paul puis chez Blois. Une qui touche à Israël, le mystère d'Israël, et l'autre qui touche à la pauvreté. C'est-à-dire que l'image de Dieu, un thème très présent dans la spiritualité, la véritable spiritualité chrétienne, c'est que le Sauveur, c'est le crucifié. Donc, tout homme qui est dans la souffrance, la déréliction, tout homme quel qu'il soit, qui est dans la souffrance, dans la déréliction et sur une croix, est l'image du crucifié aujourd'hui. Et donc l'histoire, un des moteurs de l'histoire, c'est justement le pauvre. Le pauvre au sens du crucifié. Voilà. Donc ces deux intuitions-là, elles sont Paul, Blois les a reprises chez Paul, et ça reste aujourd'hui les clés d'une pensée théologique de l'histoire. Voilà, je vous remercie.